Déjà, merci pour l'accueil, c'est très chaleureux. Donc, merci aussi à Ronald et aux initiateurs du projet. Voilà, j'ai pu discuter avec pas mal d'entre eux. Et donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là, on va dire en famille, parce que il faut le savoir, j'ai grandi au monde Pito-François, donc c'est vraiment la campagne. Je vais en introduction, vous voyez déjà, hein, Ronald m'a un petit peu chambré en me demandant est-ce que c'était moi sur la photo. Je lui ai dit, voilà, j'y suis pas encore, mais j'y travaille. Donc, comme quoi, il faut vraiment voir, ouais, l'excellence. Et puis, ça vient. Il faut déjà le visualiser. Et donc, pour visualiser, j'aimerais qu'on ait une petite interaction sur certaines images. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais c'est ce que ça vous évoque aussi. Et puis, si vous avez la référence. Voilà, très bien. C'est une analogie qui est souvent employée dans le monde du sport pour dire que les petites équipes gagnent en fait souvent des équipes professionnelles. Et donc, c'est connu. Là. Hercule, c'est un dérivé de Samson. C'est un dérivé de Samson, mais c'est inspiré de Samson. Donc, très bien. C'est ça. Bon, là... Ok. Tout ce qu'on voit là, c'est exceptionnel quand même. Le film, c'est 300. J'ai fait exprès de le mettre. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas que c'est un film qui est tiré d'une histoire biblique. C'est inspiré d'une histoire biblique, c'est l'histoire de Gédéon. Bon, là, quelqu'un qui marche sur les eaux... Voilà, merci. Pardon. C'est important qu'on ait cette introduction-là. Pourquoi? Parce que si je viens vous parler de toute mon histoire, sans vous dire comment j'ai grandi, quel type d'histoire que j'ai eu, qui m'ont fait rêver quand j'étais plus petit, et qui m'ont donné, on va dire, cet esprit de vouloir voir grand et puis d'accomplir des grandes choses, eh bien, en fait, ce serait une fraude si je ne vous parle pas de tout ça, en fait, tout ce qui est passé avant, là. C'est toutes ces histoires extraordinaires-là qui m'ont nourri quand j'étais plus jeune. Donc, sans le savoir, eh ben, en fait, il y avait déjà une semence de, voilà, voir grand, en fait, qui commençait. Et donc, ce que je veux dire par là aussi, c'est que les Américains, contrairement à nous, les Français, malheureusement, on écarte de plus en plus ce qui a fait la force des Francs, hein, des Français. C'était, voilà, après le roi Clovis, vous savez qu'il a été baptisé et qu'en fait, c'est un roi chrétien qui a été très conquérant. Et puis, le fondement de la France, finalement, c'est le catholicisme, c'est le fait de croire au Christ et à la grandeur, finalement. Le Christ, c'est la grandeur. Et donc, il se trouve que aujourd'hui, vous voyez de plus en plus, on met ça de côté, en fait. Toutes ces valeurs-là sont bafouées et on voit que la France est en train de tomber. Alors que les Américains, vous allez voir dans leur constitution, en fait, leur fondement, c'est la Bible. En fait, ils ont la culture de l'héroïsme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais il y a toujours un héros quelque part. Le catch. Le catch, par exemple, c'est vraiment un truc qui est vraiment américain. Toute la famille va là-bas. On sait toujours qui va gagner. Bon, voilà. Mais quoi qu'il en soit, ils viennent, ils investissent, ils dépensent et ils sont contents. Parce qu'en fait, ça nourrit leur culture. Et puis, les enfants, quand ils voient ça, finalement, en fait, eux-mêmes aussi, ils se sentent héros, en fait. Ils ont envie d'être ces guerriers-là. Quand on regarde bien, dans toute leur culture, en fait, la valeur de la grandeur, la culture de l'héroïsme, de l'exploitation de son potentiel, le fait de dire que, en fait, on peut le faire et on est puissant, on a la puissance en nous, on peut le faire. Et bien, en fait, c'est véhiculé dans toutes les strates de la société. C'est vrai qu'il y a des déséquilibres sociaux, mais on voit, et non seulement dans le milieu sportif, mais on le voit dans tout, la plupart du temps. Bon, il suffisait de regarder les JO 2024 à Paris. C'est souvent les États-Unis, dans toutes les grandes compétitions, qui raflent, on va dire, l'ensemble des médailles. Ils finissent souvent premiers. Même s'ils perdent, ils se disent que ce n'est qu'une étape pour que j'arrive, en fait, à l'étape où je serai vraiment le plus grand. Voilà, donc c'est super important de comprendre ça. Pourquoi le succès de Marvel, des comics, voilà, tout le monde aspire aux super-héros. Quand on voit la puissance qu'ils ont, les super-pouvoirs, finalement, tout le monde est content. Donc, c'est en nous, en fait. C'est en chacun de nous. C'est pour ça que Marvel fonctionne comme ça. Je fais une petite parenthèse pour dire que Disney ne rentre pas dans ce cas-là. Parce qu'en fait, ça détruit l'image de la femme, etc. Et c'est vrai que malheureusement, beaucoup de femmes, on va dire, attendent toujours un chevalier blond, voilà, qui va venir sur un cheval comme ça pour les tirer. En fait, c'est un romantisme qui réduit finalement la valeur de la femme. Et puis, bon, malheureusement, on n'est pas dans le modèle de la femme vertueuse qui elle est entrepreneuse, qui gère en fait toute la maison et puis qui
et une valeur ajoutée pour son mari. Et puis de l'autre côté aussi, ben en fait, on nous affaiblit en La Belle et la Bête. Bon, enfin, voilà, il faut vraiment comprendre ça parce que là où je veux en venir, c'est que ils ont compris qu'en racontant des histoires, ils peuvent éduquer et ils peuvent mettre en nous des modèles mentaux. C'est super important à comprendre ça. Par les dessins animés. Moi, je laisse pas mes enfants regarder n'importe quoi. En tout cas, je vois ce qu'ils lisent. J'essaie de vraiment voir ce qui rentre dans les pores, on va dire, de leur âme, parce que je ne veux pas que n'importe quoi vienne programmer ou déprogrammer ce que moi j'essaie de semer en eux. Voilà, donc c'est un investissement. Vous comprenez qu'en voyant tout ça, en entendant toutes ces histoires-là, quand j'ai grandi dans ça, voilà, j'étais chez moi, je vois contre l'histoire de mon premier Goliath, comme vous avez vu. Malheureusement, c'est tombé sur mon cousin. Mais j'aimais lancer des roches, en fait. J'aimais lancer des roches. Je ne comprenais pas encore pourquoi. Par la suite, j'ai compris. Je suis devenu handballeur professionnel. Mais je lançais des roches partout. Quand j'entendais ces histoires-là, il y a aussi, dans certains passages de la Bible, vous allez comprendre que je me réfère beaucoup à ça parce que, malheureusement, les gens ont eu une image, on va dire, un peu vieillotte de ce livre-là, qui est pourtant le fondement de tout le développement personnel actuel. C'est juste que, bon, ben, comme on a grandi dans la culture catholique, avec les orgues, etc., et puis bon, tout ce qu'il y a de religieux, de liturgique, eh bien, en fait, on a oublié la substance, malheureusement. Et il faut qu'on revienne à ça. Et donc, il y a des passages qui disaient que certains guerriers du roi David, quand ils lançaient, en fait, ils pouvaient lancer une lance, et de loin, ils ne rataient pas un fil. Et donc, quand moi, j'avais entendu ce genre d'histoire-là, je me suis dit, bon, oh là là, si les gars peuvent faire ça à l'époque-là, je vais prendre des roches et je vais lancer, je vais essayer de tuer des lézards. Bon, c'était ma façon de m'entraider. Et franchement, j'y arrivais. Au bout d'un certain temps, de loin, comme ça, j'arrivais à toucher les lézards. Donc, j'étais surpris de voir que, bon, au final, ça fonctionnait. Je me suis dit, bon, ben, on va continuer. Pourquoi pas aller plus haut? Malheureusement, un jour, je me mets à lancer des roches et puis je joue avec mon cousin. Et donc, je ne sais pas pourquoi à un certain moment, je saute comme ça. Le mouvement parfait hein, du handballeur, je saute et je lance une pierre sans le voir parce que c'était en contrebas. C'était un mur qui faisait plus de 2 mètres, que j'étais petit à l'époque. Et je ne sais pas pourquoi, demandez-moi, je saute comme ça et je lance une roche. Elle tombe sur son front comme ça se met et son front se met à saigner, à gicler du sang. Et là, c'était la panique. Mais c'était la panique. Mais si vous voulez, tout ça pour vous dire que ce sont des petites histoires comme ça qui, nous mettent en mouvement sans le savoir. Il y a un travail qui est fait. Pourquoi? Parce que l'éducation, on a entendu une histoire et donc on a envie de ressembler à ça. C'est là où je voulais vous amener. Pourquoi? Parce que c'est l'origine de cette thématique. Oui, je le peux en fait. Comment moi, je me suis dit un jour non, il faut qu'on y arrive. En fait, je le peux. Eh bien, en fait, ça vient de toutes ces histoires-là. Et donc, aujourd'hui, qui suis-je? Ronald a fait une présentation succincte, mais vous donner mon prénom et mon nom, bon, ce serait pas très évocateur pour vous. Donc, je vais plutôt, vous lister toutes les expériences qui m'ont fait devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, Rudy Nivore, c'est qui? Eh bien, en fait, c'est quelqu'un à qui on disait souvent, tu parles trop. Tu parles trop. Je me souviens, au CM2, j'ai pris une claque d'un prof, monsieur Harimon, dédicace. Hein, ouais, le prénom, voilà, on retient. Et pourquoi? Parce que je parlais trop et à un certain moment, il m'a fait venir. Il m'a donné une claque comme ça, j'ai commencé à saigner du nez, au CM2. Et puis en 6e, partout où j'allais, finalement, ma voix portait. On me disait à chaque fois, bon, la basse là, tais-toi au fond, quoi. Tu parlais trop. Finalement, ce que les gens voyaient comme quelque chose de contraignant et des avantages, et bien aujourd'hui, voilà, c'est mon métier. Je suis formateur en ligne, je suis consultant, donc j'aide les sportifs à ne pas commettre les mêmes erreurs que moi j'ai commises. C'est qui d'autre? C'est quelqu'un de qui on se moquait et à qui un jour on a dit, bon écoute, franchement, tu pourras pas jouer à la batterie. Franchement, va, prends le micro, fais le clown, quoi. Va, anime, parle, quoi. Et donc, je suis devenu batteur. Par la grâce de Dieu, on a pu, ma femme en est témoin, ma belle-mère aussi, j'ai pu animer certaines conférences internationales à Nice, dans l'un des plus grands théâtres de Nice, et donc devant plusieurs centaines de personnes, des Américains, etc. Donc voilà, comme quoi, c'est des paroles qui restent. Il faut faire attention aux paroles qu'on dit parce que ça a un poids. Alors, c'est pas tout le monde qui arrive à, les utiliser pour en faire un moteur, mais on va voir comment, dans la deuxième partie, on va réussir justement à, de manière consciente, utiliser le potentiel de l'âme. Rudy Nivore,
sans prétention, c'est quelqu'un de qui on se moquait. Pourquoi? Parce que j'ai essayé, j'ai tenté. Je me suis dit, mais en regardant le coiffeur du quartier, je me suis dit, mais en fait, finalement, ce qu'il fait, je peux le faire. Quand je regardais les... Oui, je peux le faire, c'est pas compliqué. Sauf que je ne savais pas, j'étais débutant. Et donc, j'ai fait des trous. En fait, j'ai saccagé la tête de mes cousins. Bon, il fallait bien commencer quelque part. Mais au final, avec l'exercice, mes cousins se sont moqués de moi, mais vraiment, mais c'était... Alors, il faut pouvoir encaisser, mais à la fin, c'est eux qui sont venus me donner leur argent, en fait. Tout le monde passait, tout le monde défilait, ils me donnaient leur argent, parce que je coupais les cheveux de toute la famille. Et puis, à la fin, quand j'ai joué au PSG, ben, finalement, c'était moi le coiffeur du PSG, donc je peux le dire. C'est factuel. Et à la fin, avant de partir en France, j'ai transmis, en fait, on va dire le savoir-faire à mon frère, qui lui est devenu coiffeur professionnel à Paris, dans des salons parisiens. Donc voilà, finalement, les faits composés, les faits boule de neige, on se moque de nous, mais en étant persévérant et puis en croyant en soi, finalement, on peut vraiment étendre le spectre et puis faire beaucoup d'impact. Bon, qui n'a jamais, je ne sais pas si pour vous c'était comme ça, mais moi, mon pito, c'était, bon, quand j'étais turbulent, il prend un livre pouli, quoi. Il prend un livre pouli, tu nous embêtes. Donc la lecture, pour moi, c'était de la punition. Et donc, j'avais vraiment du mal. Au final, j'ai dû comprendre que pour avancer et puis pour grandir dans la prospérité de l'âme, il fallait que j'encaisse de la connaissance. Et donc, j'ai développé des techniques de lecture rapide. Donc, récemment, ma femme était assez fière de moi sur ça. En 2 semaines et demie, ben, j'ai lu 5 livres quoi, en arrivant ici. 5 livres parce qu'il fallait que j'envoie des livres de 250 pages, etc. Donc, tout, hein, avec marque-page, voilà, avec des phrases surlignées, etc. Et donc, quelque chose qui était pour moi une punition, aujourd'hui, ben, j'en tire une richesse. Non seulement ça, eh bien, on va dire que je suis auteur essayiste puisque je délivre mon opinion dans ce livre où j'apporte une solution pour les sportifs. Et le deuxième est en cours de rédaction, le manuscrit est déjà fait, donc en septembre, le deuxième va sortir. Alors, oui, hyperactif, comme je vous disais, j'ai fait des dégâts. Bon, il faut bien commencer quelque part et puis il faut pas avoir peur non plus, on va dire des erreurs, parce que au final, la pulsion hyperactive que j'avais m'a permis de pouvoir voilà, la dépenser et de devenir un valeur professionnelle. Donc, pensant que c'était une faiblesse, j'ai beaucoup consulté un docteur en psychologie qui m'a dit non, écoute Rudy, ça, ce que tu as et ce qu'on ne t'a pas dit, en fait, c'est une force. Moi, par exemple, je n'ai pas une grosse pulsion. Le sport, j'aime pas du tout. Mais toi, tu as envie de frapper, tu as envie de cogner. Bon, ben écoute, vas-y, mais fais-le légalement. Et donc, ça donne ça. Donc, j'ai permis que je devienne handballeur professionnel. Ensuite, je vais le détailler tout à l'heure, mais mes entraîneurs pourraient en témoigner. J'ai commencé le handball très tard, à 13 ans. C'est très tard. Pour ceux qui font du sport professionnel, généralement, à 3 ans, ils sont dans les stades, ils font le baby discipline qu'ils font, baby football, baby handball. Moi, j'ai commencé très tard. Je vais vous le dire. Mais en tout cas, j'étais le dernier. En fait, on ne comptait pas sur moi. On ne voulait pas de moi. Et je vais vous dire comment l'entraîneur qui m'a intégré au PSG m'a raconté comment il m'a fait signer. Mais en tout cas, on s'est beaucoup moqué de moi quand je suis arrivé à Paris, en fait. Parce que, bon, ce que je faisais, c'était pas très joli. C'était pas esthétique. Et de tous les jeunes, il y en a qui m'ont avoué, ils m'ont dit, mais écoute, franchement, quand tu as signé pro, on était surpris parce qu'on s'est dit, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Mais je vais vous dire, tout à l'heure, l'entraîneur avait vu quelque chose que eux ne voyaient pas. Ensuite, j'ai été abusé par un agent sportif et, je vous le dis aussi, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, je suis agent multiqualifié. Donc, ce sont des habilitations qui sont très difficiles à avoir. En tout, 7000 pages à assimiler, à connaître par cœur. À 2 heures, on donne des cas pratiques comme ça et il faut en fait maîtriser tout. Donc, en fait, ce sont des licences aujourd'hui qui nous permettent d'accompagner les joueurs. Ce sont d'ailleurs même des licences qui sont reconnues par la FIFA. Celle de la FFF, c'est reconnu par la FIFA, donc on va dire l'organisme souverain du football au niveau international, comme permettant de faire des transactions internationales. C'est la seule qui le reconnaissent comme ça. Sinon, dans tous les autres pays, ils sont obligés de passer la licence FIFA. Les Français, ils aiment ça. Ils aiment voilà, qu'on sache beaucoup de choses qui ne servent pas à grand-chose, mais bon. Abusé par un CGP, je vais vous le raconter aussi, mais aujourd'hui, j'ai l'habilitation qui me permet d'être expert dans le conseil en gestion de patrimoine. Donc, l'OREP, c'est l'organisme qu'on appelle pour faire des jurisprudences quand les juges tombent sur des cas
de problématiques successorales qui sont difficiles. Et en fait, c'est eux qu'ils appellent parce qu'en fait, ils sont initiateurs de beaucoup de concepts juridiques. Ça se solde par quoi? Un investissement raté. Mais je n'en suis pas resté là puisque il fallait que je trouve une solution. Mes enfants, ils comptent sur moi. Ils n'ont pas demandé à venir ici. Et donc, avec ma femme, on a investi et on peut dire aujourd'hui, on a atteint, voilà, bon, on a quelques appartements sur la Côte d'Azur et en plus de ça, on a créé une société puisque la solution qu'on avait trouvée nous a permis de faire écho dans le milieu du sport. Et puis, les sportifs, bah, ils sont passés par nous, simplement. Ils nous ont dit, écoutez, ce que vous faites pour vous, faites-le pour nous aussi. Et donc, on a créé une entreprise où on a voilà, pu lever en 2 ans voilà, 4,5 millions. On est en train de la fermer parce que les travaux, on s'est rendu compte, suivre les travaux, c'est quelque chose. Il faut savoir reconnaître quand voilà, on n'est pas fait pour quelque chose aussi et qu'on n'aime pas la chose. Normalement, ça pompe une énergie terrible. Et donc, moi, j'ai pas envie de faire ça. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, voilà, c'est la communication et courir après les artisans. Franchement, non, ça m'a fatigué. J'ai pas envie d'avoir un cancer. Et c'est important de comprendre ça parce que quand on n'est pas dans le milieu dans lequel on doit être, eh bien, en fait, ça crée une charge. C'est pas bon. Il faut savoir reconnaître ça aussi. Il y a des gens qui aiment ça. Ils aiment aller au combat, dire aux artisans, enfin, limite frapper, être comme les contremaîtres avant. Moi, j'aime pas ça du tout. Et donc, au final, c'est qui Woody Nivor? Ben, pour finaliser, en fait, c'est quelqu'un qui a été beaucoup moqué. Voilà, on s'est beaucoup moqué de moi parce que, bon, ce que je fais, c'est pas conventionnel. Mon style n'est pas, voilà, enfin, je suis moi, quoi. J'essaie de rester authentique. Et donc, beaucoup de limitations aussi. Et au final, on peut dire que, voilà, du monde pito, voilà, ben, par la grâce de Dieu, on peut dire, j'ai eu le titre de champion de France 2 fois. Et donc, voilà Woody Nivor. En fait, c'est moi. Voilà, ça c'est mon histoire. C'est mon histoire. Merci, merci, merci. Et donc, oui, je le peux, mais tout le monde le peut. Donc, je vous propose, voilà, comme on m'a dit, je veux rester succinct parce que l'idée, c'est qu'on puisse ensuite échanger. Que ça soit interactif. Donc, je vais vous raconter justement voilà, quelques anecdotes de mon parcours sportif, notamment les challenges que j'ai eus face à moi-même dans ma chair, les épreuves extérieures aussi. Et puis, ce qui serait intéressant, c'est que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que souvent, quand on surmonte des difficultés, comme on est élevé dans une culture qui promeut des valeurs spirituelles, voilà, des valeurs chrétiennes basées sur l'amour des autres, sur le fait de voilà, voir plus loin que l'épreuve physique, voilà, les situations difficiles. Alors souvent, on n'arrive pas à mettre les mots sur ce qui peut nous permettre de devenir prospères. Et donc, en ayant beaucoup questionné le sujet, je vous ai dit, j'allais beaucoup consulter les psychologues, j'ai lu aussi leurs livres pour savoir en fait comment devenir prospère. Voilà. Eh bien, on va dire que j'ai pris un modèle qui est succinct, mais qui va nous permettre de mettre les mots sur les compartiments de l'âme, pour savoir comment, de manière consciente, utiliser ces solutions-là. Il ne faut plus qu'on le fasse de manière intuitive. Souvent, et c'est vrai, on est un peuple spirituel parce que, bon voilà, il y a l'arrière-plan, ok, des quimboiseurs du quartier, mais aussi l'arrière-plan catholique. En fait, on voit qu'il y a souvent cette ambivalence-là, c'est soit l'un, soit l'autre. Bon, en tout cas, je parle de notre origine antillaise. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est de comprendre comment notre intérieur fonctionne. Et donc, je vais proposer un modèle qui va nous permettre simplement de pouvoir agir sur son intérieur. Parce que comme c'est pas tangible, on ne le voit pas, alors parfois ça peut paraître un peu, un petit peu trop théorique. Donc on va essayer de ramener ça à la pratique, puisque les solutions que j'ai trouvées là-haut, sans le savoir, c'est parce que c'était pas rapport à mon éducation, comme je le disais, eh bien en fait, à terme, j'ai pu mettre les mots dessus. Simplement, après, on va voir comment reprogrammer aussi sa psychologie pour réussir. Et puis voilà, un petit secret final, parce que bon, sur le livre, j'ai mis le secret des sportifs. Il faut que je vous laisse un secret aussi. Tout le monde doit avoir son petit secret. Donc, on va voir comment reprogrammer aussi sa psychologie pour réussir. Et puis voilà, un petit secret final, parce que bon, sur le livre, j'ai mis le secret des sportifs. Il faut que je vous laisse un secret aussi. Tout le monde doit avoir son petit secret. OK? Donc, voilà, le sport de haut niveau, la guerre contre moi-même. Alors, je vous dis comment j'ai intégré le PSG. Effectivement, ça a été comme ça. En 2007, c'était ma dernière année de Pôle Espoir. C'est la filière sport-études. Et donc, bien souvent, quand on est en terminale, c'est déjà trop tard. Parce que la plupart des sportifs partent en première.
c'est en première que les clubs, voilà, ils viennent faire leur marché, ils récupèrent qui sait qu'il y a un potentiel. Voilà, pour ceux qui suivent un petit peu le handball. J'étais, moi, dans la génération de Wesley Pardin, Mathieu Grébil, Stéphane Maillot. Bon, voilà, c'est des jeunes qui ont eu un bout de chemin dans le milieu professionnel en France. Et c'est des gars avec qui j'avais une relation puisque j'ai commencé le handball de haut niveau avec eux. Et ils sont tous partis dans l'année de première. Donc moi, je me suis retrouvé seul avec des petits jeunes qui, bon, on va le dire, qui n'étaient pas très matures et qui n'aimaient pas jouer avec le pivot. Pour que vous compreniez mon poste, pivot, c'est le poste, excusez-moi l'expression, mais c'est un poste de merde parce que personne n'aime jouer ça. Il prend des coups pour tout le monde et bien souvent, bon, on lui lâche une balle n'importe comment, il doit se démerder. En fait, bon, voilà, il faut être vraiment solide, costaud pour jouer pivot parce qu'en fait, c'est ingrat. C'est le poste ingrat. Mike, tu fais du handball, tu sais. Bon, le pivot, c'est le poste ingrat, en fait. Et avant, si vous voulez, que le pivot reçoive sa balle pour aller marquer potentiellement, parce que on est dans des sports aujourd'hui et puis dans une culture de plus je marque et plus je suis performant et plus ma valeur augmente. Sauf que c'est pas correct de raisonner comme ça, parce qu'il y en a qui font un travail de l'ombre. Et le pivot, il travaille énormément dans l'ombre. Et donc, qu'est-ce qui se passait? C'était ma dernière compétition, la dernière compétition en 2007 où j'avais la chance de, on va dire, de me faire voir auprès des clubs professionnels. Donc, on part en France. J'arrive avec l'équipe et les petits jeunes qui sont là, qui ne savent pas forcément jouer avec moi. Donc, je sais que je ne vais pas forcément briller en termes de buts, je ne vais pas marquer beaucoup. Et en fait, c'est ce qui se passe. Pendant toute la compétition, je marque, sur 6 matchs, donc imaginez, plus de 6 heures de match quand même, je ne marque que 2 ou 3 buts. C'est médiocre. Enfin, quand on regarde oui, non mais c'est vrai, c'est médiocre, c'est nul. Et donc là, on se dit, mais comment on va faire pour intégrer un centre de formation? Parce que ils viennent, tous les sélectionneurs, les sélectionneurs des grands clubs, du PSG, de tous les clubs, ils viennent, ils regardent les petits jeunes et ils se disent, bon, on va faire notre marché. Déjà, je suis plus âgé, donc ma valeur diminue, entre guillemets. Je joue avec des jeunes qui ne savent pas forcément faire de la passe au pivot ou qui n'aiment pas forcément jouer avec un pivot. En plus de ça, je ne marque pas beaucoup. Bon, mon entraîneur juge bon de me nommer capitaine parce que finalement, il voyait que j'étais le plus ancien et que j'avais une rage, une forme de rage de vaincre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À la fin de cette compétition, je me dis, bon, franchement, c'était pitoyable. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer. Et je rentre chez moi, comme je vous le disais, j'ai été élevé dans une famille chrétienne, religieuse, mais religieuse, voilà. Vous savez ce que c'est, la religion, ça, voilà, c'est un peu, limitant. Et donc, moi, je dis quand même, bon, vu que j'ai lu toutes les histoires, là, que vous avez vues en introduction, et je me dis, non, j'ai trop entendu parler de ce Dieu-là, qui fait des choses. Alors moi, quand j'arrive, je me dis, je veux partir, jouer en France. Tous mes potes sont là-bas, je sais que j'ai le potentiel. Et j'ai produit une prestation misérable. Alors, je fais une prière et je dis, bon, écoute, Dieu, si tu existes, si je dois expérimenter la foi au travers du handball, alors tu ouvres une porte. Ouvre une porte, s'il te plaît. Prière de 20 secondes. 20 secondes, mais qui sort du fond du cœur. Et il se trouve que 1 mois après, je reçois une lettre de Paris qui me dit « On veut te signer, on t'envoie le contrat dans quelques semaines. » Et donc, je suis super content. Moi, je me dis « Waouh, c'est énorme en fait. Tu as répondu à mes prières, c'est quand même exceptionnel. » Et donc, je signe évidemment. Moi, je dis à mes parents « Bon, maman, papa, je pars. » J'ai pas demandé. J'ai dit « Je pars. Je pars parce que là, c'est bon, Dieu a répondu à mes prières. » Je leur ai exposé ça comme ça. J'ai dit « Je pars. » Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez me payer le permis, s'il vous plaît? Parce que là-bas, voilà. Une petite requête quand même. Et oui, on va pas arriver là-bas et puis ne pas pouvoir se déplacer. Et donc j'arrive, je fais ma première année de centre de formation. Selon moi, c'était très difficile, très difficile. Je pensais être bon. Et puis, à la fin de la première année du centre de formation arrivé en France, le coach, il m'explique comment il m'a choisi. Voilà. Il me dit, en discutant, on était quelques jeunes en musculation, et puis il dit, bon, toi, je t'ai choisi, tu sautais haut, tu étais athlétique, puissant. Toi, tu courais vite. Ouais, voilà.
Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a pu bien trouver en moi? Parce que j'ai pas toutes ces qualités-là. Et puis, quand il me raconte, vous voyez comment c'est improbable, c'est que il me dit, toi, Rudy, au début, j'étais pas venu pour signer avec toi, en fait. J'avais déjà un contrat de préparer pour un pivot réunionnais, le mec faisait déjà 2 mètres, tout ça. Et puis, il a vu 2 actions de moi où je me suis arraché. Et il a dit à son, parce qu'ils sont 2, hein, ils décident, et ça se fait jamais comme ça. Thierry Anti, pour ceux qui connaissent. Ça ne se fait jamais comme ça. Quand les gars, ils viennent, ils ont un process, c'est réglé, ils viennent signer. Et il m'a dit que c'est la première fois qu'il faisait ça, il ne sait pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi, mais il ne savait pas pourquoi. Et il me dit, toi, c'était pas prévu parce qu'on avait déjà un contrat pour le Grand Réunionnais. Et oui, il faut savoir, il y a 80 joueurs. 80 joueurs, mais des athlètes, c'est vraiment le haut niveau, quoi. Enfin, on est toujours impressionné quand on quitte les Antilles et qu'on voit le niveau qu'il y a là-bas. Wow, non, ça va vite. Et donc, sur 80 joueurs, il y en a qui ont marqué des buts, qui étaient forts, qui avaient toutes les qualités athlétiques. Moi, j'arrive, je marque que 2 buts. Je fais comme je peux. Les jeunes, ils ne jouent pas avec moi. Bon. Et voilà. Et lui, il me dit, écoute, Rudy, toi, j'ai vu 2 actions de toi où tu t'es arraché. J'ai dit, tu sais quoi? J'ai dit à mon adjoint, ah, tu sais quoi, lui, là, on va lui laisser sa chance à lui. Comme ça. Et en fait, il m'a dit que c'est comme ça qu'il m'a fait signer, qu'il m'a envoyé la proposition. Donc, vous voyez que c'est fort. En fait, j'ai résumé avec 3 valeurs qu'il faut comprendre. C'est que même si je n'ai pas marqué, eh bien, en fait, en tant que pivot, j'ai appris une chose avec ce poste, c'est qu'avant d'être servi, il faut servir les autres. Ça, c'est primordial. Et donc, la prière qui a fait toute la différence. Vous voyez, c'est 20 secondes, c'est pas beaucoup, mais Dieu sait à quel moment, comme je dis, j'ai pas demandé à venir sur terre. J'ai pas demandé à venir sur terre. Alors, il faut comprendre ça. Vous n'avez pas non plus demandé à venir sur terre. Vous n'êtes pas responsable de ça, en fait. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que celui qui gère les milliards de paramètres, parce que vous avez quand même été, vous a quand même favorisé pour que vous soyez le premier gagnant d'une course contre 1,5 milliard à peu près de potentiel. Non, c'est quand même, c'est terrible. Ceux qui gagnent l'euro million, c'est une chance sur 140 millions. Hein. Donc, ils sont encore faibles par rapport à ce que... Enfin, voilà. Bon, c'est énorme, c'est énorme. Donc, il faut comprendre le truc. J'aurais dû mettre le chiffre. Tellement c'est énorme. Et donc, vous n'êtes pas responsable de ça. S'il vous a fait gagner une course, il va vous faire gagner. Il va vous faire gagner. Il faut juste maintenant faire confiance et puis ne pas avoir peur. Parce que la peur, ça bloque trop. Et puis ensuite, le caractère plus important que la performance. Important à retenir parce que, comme je vous ai dit, j'étais pas beau dans mon jeu. J'avais rien pour attirer. Et pourtant, le gars, il a déchiré un contrat qu'il avait déjà préparé. OK? Et puis ensuite, le deuxième titre, c'est briser les barrières mentales et culturelles pour devenir professionnel. Ce même entraîneur, quand j'arrive, non, c'est pas celui-là. Non, ça, c'est celui du centre de formation. Parce qu'il faut savoir comment ça fonctionne. Il y a un entraîneur principal qui, c'est lui le gros boss, il gère tous les professionnels. Et puis ensuite, il y a d'autres entraîneurs, les entraîneurs du centre de formation qui préparent justement à intégrer l'équipe professionnelle. Et donc, l'entraîneur du centre de formation, le premier choc en fait que j'ai quand j'arrive en France, c'est que pour moi, j'arrive, je me dis, bon, franchement, 1 minute, ça va, c'est bien. J'arrive après tout le monde me regarde bizarrement. 1 minute, 1 ou 2 minutes de retard. Et il me dit, Rudy, là, tu es en retard, là. Et ça peut paraître étrange, mais quand on est habitué à avoir, le plus 30 minutes, parce que j'ai grandi comme ça aussi, hein, dans les fêtes de famille, quand on se donne rendez-vous, c'est 1 heure. On arrive tout le monde 1 heure après. Donc, en fait, on grandit dans ça. Donc, pour nous, c'est pas un problème. Donc, moi, je me dis, le gars, il sera tolérant. Bon, ça a touché au fond, là. Moi, je me dis, le gars, il sera tolérant. Je viens d'arriver, je connais pas, j'ai pas de repères, donc il sera tolérant envers moi. Il m'a dit, non, mon gars, tu dois être là à l'heure, en fait. Premier choc. Ensuite, pendant ma première année, je me dis, bon, j'ai quitté ma famille quand même. Je suis seul, mes parents comptent sur moi. Il faut que je devienne professionnel. Il faut que je devienne pro. C'est vraiment l'objectif. Alors, qu'est-ce qui se passe? On fait des entraînements. Selon moi, je travaille dur. Selon moi, hein, je travaillais dur.
Et puis, voilà, dans ma petite attitude, etc., je me dis, bon, non, il faut que j'aille en musculation pour être de plus en plus fort, etc. Et puis, l'entraîneur professionnel, un jour, il vient me voir. Donc là, c'est le gros boss. Il me dit, écoute, Rudy, je t'ai observé. Si tu continues comme ça, tu ne seras jamais professionnel. Tu ne seras jamais professionnel. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me dit? Mais attends, je vais en muscu. En fait, il avait décelé, on va le voir aussi dans l'âme, c'est le moi aveugle. Ah, j'avais un angle mort, là, une zone que je ne voyais pas sur moi-même. Et donc, dès que je commençais à avoir mal, voilà, je levais le pied un petit peu. Et donc, on va le voir, mais il faut vraiment... C'est étrange la sensation, mais je vais vous expliquer ça justement par rapport au point suivant. En fait, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que grandissant ici, marcher sous la pluie, on va tomber malade. Fifine la pluie. Non, ma mère me le dit tout le temps, jusqu'à maintenant. Fifine la pluie. Non. Ah non, grand monde dit ça. Grand monde dit local. Non, il faut pas aller. Non, tu vas tomber malade. Oui, dit. Tu es toujours buste nu. Attention, tu es tombé malade. Et donc, là-bas, j'arrive, je lui dis, hé, frère, il neige. Il fait 0 degré. Tu dois courir, et non seulement tu dois courir, tu dois cracher tes poumons. Tu dois envoyer du lourd, quoi. Et donc là, je me dis, oulala, non, mais qu'est-ce qui se passe? On m'a dit, moi, la pluie, c'est chaud. Et là, on me dit, je dois aller courir sous la neige, quoi. Mais non, c'est pas. Je me dis, ils ne comprennent pas. En fait, non. En fait, ils ne comprennent pas. Je suis entier. Non, mais je me suis dit un truc. Récemment, on a eu une expérience. On marchait avec des amis, et puis on faisait la marche de Sainte-Luce, là, pour ceux qui connaissent. Et puis, il commence à pleuvoir. Et je vois que tout le monde se dit, bon, non, on se met là. Moi, je dis, mais en fait, alors, la pluie nous arrête alors. C'est quoi le truc? Il pleut, on arrête tous nos projets. Non, enfin, la pluie ne peut pas nous arrêter. La Bible dit d'ailleurs, la pluie, c'est une bénédiction. Enfin bon, on va pas voir la pluie comme quelque chose qui est mauvais. Donc, moi, j'ai appris à me dire, non, c'est bon, il pleut, tant mieux, ça me rafraîchit. Je marche, je cours, ça me fait du bien, au contraire. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avec les amis, ils ont dit, ah non, il pleut, on va mettre les enfants là. J'ai dit, moi je dis, mais les gars, mais pourquoi courir? Vous avez couru en bas de la pluie. Est-ce que tu étais malade? Il m'a dit non. J'ai dit, moi aussi, bon, je fais le même constat que toi, je cours sous la pluie, je suis pas malade. Et donc, j'ai dit, pourquoi on s'arrête alors? Il me dit, ouais, Moun qu'a dit ça. Moun dit ça, c'est ça Moun qu'a dit. J'ai dit, oui, mais bon, tu cours sous la pluie, t'es pas malade. Moi, je cours sous la pluie, je suis pas malade. Pourquoi nos enfants seraient malades? En fait, dès qu'on accepte quelque chose dans la tête, on sera malade. Et franchement, ça va tellement vite. En fait, dans la paresse du corps, c'est pas nous qui sommes paresseux, mais on va dire que la culture, ce qu'on a mis en tout cas dans la culture, les petits proverbes là, à l'ancienne, mais en fait, on va dire que ça nous conforte un petit peu dans le fait que, non, quel que soit ce qu'on fait, ça va demander de la difficulté. Comme je dis à ma fille souvent, c'est pas parce que quelque chose est simple que c'est facile à faire. C'est bien ça, c'est comme ça que je le dis. C'est pas parce que c'est simple que c'est facile à faire. En fait, tout demande de l'effort. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'au final, comment j'ai switché quand on m'a dit que tu ne seras jamais professionnel. J'ai dit, à partir de maintenant, quand j'aurai mal, c'est là que je vais courir encore plus vite. Quand j'aurai mal, parce qu'il faut savoir que la défense dans le handball, en fait, on est souvent sous les appuis comme ça. Donc, le muscle, il est tout le temps en tension. Et donc, je me suis dit, mais quand j'ai mal là, c'est là que je vais faire encore plus d'activité. Et donc, je me suis rendu compte que le corps pouvait obéir à l'esprit. Le corps pouvait obéir à l'esprit. Et honnêtement, j'ai eu une explosion. Je défonçais, carrément, je défonçais les gens. Les gens avaient peur de moi à l'entraînement. Donc, comme quoi, c'est possible. Et puis, en fait, pour finir, il faut savoir quelque chose. Bon, peut-être que ça va décevoir certains dans la salle, mais je n'ai jamais aimé le handball. Mais ce que j'ai aimé dans le handball, c'était le combat. Le combat. C'est important de comprendre ça parce que quand je suis arrivé en France,
Les gars m'ont challengé en me disant, est-ce que tu connais un tel, est-ce que tu connais tel joueur, tel entraîneur, tel... Je dis, non, je connais pas tout ça. Moi, je regarde pas de match. Les gars, ils m'ont dit, mais franchement, il faut que ta culture en balistique, il faut qu'elle monte parce que tu seras professionnel quand même. Tu vas faire de la vidéo, tu vas étudier des gens, etc. Donc, je l'ai fait parce que j'étais professionnel, mais je n'ai jamais eu la passion de regarder des matchs. Ça m'est arrivé, je vous dis honnêtement, je suis allé voir certains matchs. J'ai dit, mais c'est quoi ce sport? Pourquoi je suis allé dans ça? Moi, j'aimais le basket. Voilà. Bon. On va dire que l'opportunité s'est présentée à moi dans le handball pour que je découvre mon tempérament et puis qui j'étais. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé finalement à aimer quelque chose dans le handball. C'était à chaque fois que les joueurs du centre de formation devaient défier les joueurs professionnels. Waouh, c'était les meilleurs moments d'entraînement. Parce qu'en fait, on n'avait pas de pression, on était justement les petits, les David là, et puis on devait aller défier les Goliaths. Et là, on pouvait envoyer parce que les gars sont costauds, donc on pouvait taper, quoi. Et donc, j'ai enfin trouvé un endroit, comme je disais, où légalement, je pouvais taper. Et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Donc, comme je le disais, c'est important de comprendre ça. La douleur ne doit pas nous arrêter. La pluie ne doit pas nous arrêter. La neige ne m'a pas arrêté. Donc, ça veut dire que... Et non seulement ça, hein. Non, ce que j'ai pas dit, c'est que moi, je courais sous la neige, mais avec une couche, 2 couches. 3 couches parfois. En fait, les gars là-bas, parfois, ils sortaient en t-shirt, et ils courent à 0 degré comme ça. Je me dis, mais comment ils font? Et ils sont pas meilleurs que moi sur le terrain. Et pourtant, les gars sont comme ça. Moi, je me suis dit, peut-être qu'on m'a raconté une mauvaise histoire. Donc, c'est important de comprendre que il faut, malgré les blessures, malgré les douleurs, finalement, ça ne doit pas nous arrêter. J'ai une anecdote il était dans le staff technique et puis bon, il aimait parler parce qu'il était très proche de Nicolin. Si vous connaissez le milliardaire qui possédait Montpellier, le club de football de Montpellier, à l'époque, c'est lui qui était propriétaire du PSG handball. Et donc lui, bon, il aimait beaucoup parler, etc. Et je m'étais blessé, mais quand je vous dis blessé, ligament, rupture, etc. Et puis il m'a un petit peu chambré parce qu'il connaissait mes valeurs. Et il a dit, c'est bon, on va attacher, et puis lève-toi et marche. Sous-entendu, voilà, Jésus a... voilà. Donc, au final, j'ai joué avec. On a joué avec beaucoup de blessures. Donc, tout ça pour dire que il y a beaucoup de raisons de s'arrêter. Et donc, c'est ça souvent qui fait qu'on... Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter. Parfois, on a fait des choses, c'était trop loin parce qu'on voulait être performant et puis bon, on ne s'est pas forcément écouté. Mais ce qu'il faut, c'est au-delà des difficultés. Voilà, foncer quoi. Ok, donc il y a un paradoxe dans ça aussi, c'est que vous allez voir que dans la vie, si un grain ne tombe pas au sol et qu'il ne meurt pas dans la terre, il ne peut pas pousser en fait. Il ne peut pas. Et c'est paradoxal. Donc en fait, la souffrance, c'est pas quelque chose qui doit nous faire reculer. Ça fait partie, en fait, du bonheur. En fait, je sais pas comment dire. C'est pas la souffrance en tant que telle. Il faut pas aimer la souffrance. Mais l'inconfort qu'on peut ressentir parfois quand on veut progresser, je vais plutôt dire ça comme ça fait partie du processus. Et donc, ma femme qui est là, elle est professionnelle médicale. Eh bien, en fait, moi, j'ai connu ça aussi. Quand on faisait de la muscu, eh bien, en fait, on créait littéralement des micro-lésions dans le muscle, en fait. En fait, on fissure le muscle pour qu'il puisse se développer. C'est paradoxal quand même, hein. Ça fonctionne. C'est un principe qui fonctionne comme ça dans la vie aussi. Pour se développer, souvent, il y a des micro-fissures. Il y a une tension, en fait, qu'il faut créer pour pouvoir étendre. Okay? Donc, c'est ce qui s'est passé. À chaque fois, voilà, on nous challengeait à aller de plus en plus loin, à ne pas écouter les douleurs. Et puis, toujours, on a des petites courbatures, pas des petites courbatures. Parfois, on se réveille le lendemain, le lendemain de match. Je peux pas vous décrire ça. C'était vraiment, en fait, on marchait comme des personnes de 90 ans, mais qui ont mal vieilli. On a 25 à 30 ans. C'est pour vous dire le degré d'intensité, en fait, qui était libéré en 1 heure de temps sur un match. C'était intense, très intense. Et donc, quelque chose de bien aussi, hein, que j'ai appris, c'est que, comme mon jeu n'était pas joli, j'étais pas technicien. Ok, j'ai admis ça, il n'y a pas de problème. J'ai compris ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait,
j'ai compris que j'avais quelque chose. Eh bien, en fait, les gars disaient, mais qu'est-ce qu'il a comme type d'os là, en fait? Parce que ça faisait mal. À chaque fois que je venais au contact, ça faisait mal. Et les gars, ils avaient, à un certain moment, moi, j'entendais des gens dire, non, non, lui, il faut l'éviter, contourne comme ça, parce que ne va pas en face. J'ai dit, aïe, 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 il m'a donné un truc, là. Il m'a fait comprendre, en fait, quelle était ma force. Et là, je me suis dit, bon, mon jeu n'est pas joli, par contre, j'ai un truc. J'arrive à faire mal. Ah, je vais faire mal. Je vais faire mal. Je vais faire mal. Ça. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passait? En début de match, j'arrivais, je donnais un tampon. Souvent, parfois, ça ratait parce que je prenais des grosses pénalités. Mais quand j'arrivais bien, ouh là là, on entendait, ça résonnait. Dans le stade, ça résonnait tellement c'était fort. Et donc, j'étais tranquille pendant 1 heure après. Tranquille. Parce que j'ai montré que, bon, je suis pas technique, mais quand j'arrivais, bam, le gars, il avait mal. Je le voyais. Donc, au final, l'ascendant psychologique. Tout ça pour montrer que c'est important de comprendre ça aussi. C'est, en fait, c'est un jeu. Tout c'est de la psychologie. Et puis, même si on t'a donné un talent, avec un talent, tu peux faire des exploits. Tu as peut-être je sais pas quoi, identifie-le. Et puis avec ça là, tu deviens tellement bon là-dedans que tu peux faire trembler. Vous n'avez jamais vu les vidéos d'animaux comme ça, là où on voit un petit chat intimider un lion? Parce que dans son attitude, il vient et puis c'est lui qui vient, il court après le lion. Et donc le lion, il est intrigué parce que d'habitude, on n'a pas l'habitude de lui faire peur. Oui. Et donc lui, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? La bête, elle est petite. Pourquoi elle court après moi? Normalement, on me fait pas ça. Et donc lui, il recule comme ça, il trouve ça intriguant. Et bien en fait, c'est la même chose. Et donc il faut se dire que si les animaux arrivent à le faire, nous qui sommes créés à l'image de Dieu, en fait, on est loin au-delà de ça, quoi. Donc il faut rentrer aussi dans le jeu de qu'est-ce qu'on a qui peut nous rendre excellents. Et ça peut être même un don, comment dire, on va le voir tout à l'heure. Ça peut être même un tempérament. Il faut connaître son tempérament. Aujourd'hui, qui connaît son tempérament aujourd'hui? Voilà. 3. Il y a combien de tempéraments? Combien de tempéraments? Enfin, que les psychologues ont identifié dans le psy. 4. Voilà. Ça, il faut connaître ça. C'est quelque chose que Dieu vous a donné. On va le voir tout à l'heure, mais c'est important de comprendre ça parce que souvent, on ne sait pas quelle force qui est en nous. Et tellement c'est une force, pour nous, c'est naturel. On est né avec. Et on ne se rend pas compte que c'est une force. Donc, c'est important de comprendre ça. Surmonter la violence sociale. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand ils regardent les belles couleurs des maillots, les sportifs qui se tapent dans la main, tout ça, s'ils se font des câlins quand ils marquent, etc. Je vous dis, tout ça, c'est une façade, c'est hypocrite. Les gars ne s'aiment pas. Les gars ne s'aiment pas, je vous le dis clairement. Voilà, le sport professionnel, voilà, c'est ça, c'est de la politique avant tout. Je suis arrivé là, j'étais choqué. Je me suis rendu compte que chacun est, politique, égoïste, parce que la politique, c'est une bonne chose. Hein? Quand il y a des gens qui supportent des vraies missions, des vraies vocations, qui sont vraiment au service de la cité, c'est une bonne chose. Mais c'est une politique égoïste avant tout, parce que ça ne devrait pas, hein, parce que je l'ai expérimenté, et même vous l'avez vu avec le PSG aussi, cette année, ils ont mis des millions et des millions pour acheter les meilleurs joueurs. Ça n'a jamais fonctionné pendant 10 ans. Ils ont pris des joueurs que, la plupart des gens ne connaissaient pas, des joueurs qui ont envie de se battre pour les autres, pour l'équipe. Vous avez vu comment, je ne sais pas si vous suivez le football, mais le PSG, pas le football, mais le PSG quand même. Non, vous suivez pas le PSG? Bon, ok. Ici, c'est pareil, bien sûr. Non, c'est parce que j'ai joué, moi non plus, je suis pas attaché à des clubs, mais comme j'ai joué, j'ai connu mes premières années d'homme, autonome, à Paris, au PSG, on était invités aussi, on allait les voir, donc j'ai une connexion émotionnelle, mais sinon, je supporte pas. En tout cas, j'ai regardé et vous avez vu pendant 10 ans, ils pensaient que l'argent allait acheter la récompense. Jamais. Pourtant, ils avaient les plus grandes stars du monde. Ils ont fait ils ont pris un entraîneur qui a voulu faire sortir le meilleur de chacun des joueurs au service de l'autre. Chacun des joueurs au service de l'autre. Et là, ils ont tout explosé cette année. Donc, c'est important de comprendre ça aussi, parce que malheureusement, c'est cet esprit-là qui prédomine actuellement dans le milieu du sport. Chacun est là. Je regardais les attitudes dans le vestiaire. Dès qu'ils ont fini un match, ils regardent sur leur téléphone quelles statistiques, combien de budget marqué, etc., etc. Et on le voit tout de suite. Donc, ça, c'est une grosse désillusion aussi parce qu'on a l'impression que c'est beau. Moi, mes parents m'ont envoyé là-bas, ils pensent que c'est un sport d'équipe. C'est pas un sport d'équipe. C'est un sport
on va dire, collectif, ou c'est un sport, c'est un sport collectif dans lequel chacun est là pour sa pomme. Et c'est dommage parce que le sport serait beaucoup plus haut si on appliquait les vrais principes de générosité. Et donc, qu'est-ce qui se passait aussi? Moi, j'ai assisté ça en face de moi, des gars qui se sont tapés par jalousie parce que quand ils ont recruté certains joueurs qui gagnaient beaucoup d'argent. Et nous, les autres, on était sous-payés par rapport à eux. Je vais vous donner quelques chiffres. Il y a des joueurs qui pouvaient gagner 50, 60 000 euros par mois. Quand moi, par exemple, je gagnais 2500 euros par mois. Oui. Mais après, c'est pas le même mois. Moi, je comprends aussi. C'était des joueurs de classe, c'est impressionnant. Ils sont vraiment de classe internationale. Mais quand même, j'ai vu ça a créé certains comportements. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Ils essayaient de frapper ce mec-là, par exemple, à l'entraînement. Et puis, à la fin de l'entraînement, comme c'est la coutume, tout le monde doit venir, se faire un câlin, faire un cri de guerre. Mais c'est hypocrite parce que, en fait, on sait très bien que lui, il ne supporte pas celui-là. Il y avait des petits clans, personne ne se supportait. Mais on fait genre, on est tous ensemble. Et donc, ça aussi, il fallait, intégrer cette expérience-là et comprendre que, en fait, on est entré dans le dur monde du professionnalisme, en fait. OK? Donc, c'est aussi prendre la place de l'autre. Parce que comment je fais pour exister en tant que professionnel si c'est pas moi qui joue? C'est moi qui dois jouer, pas toi. Ou en tout cas, plus moi que toi. Et donc, comment ça se passe? Souvent, il y a des transitions où vous avez entendu parler de certaines filles qui se sont faites blesser, agresser, et c'était des filles de leur équipe même qui avaient provoqué ce genre de choses-là. Tout ça pourquoi? Pour prendre leur place. Et donc, le sport, en fait, j'aime à dire ça, c'est un écosystème dans lequel on voit vraiment l'homme, le cœur de l'homme de manière brute. De manière brute. C'est les mêmes attitudes en entreprise, c'est les mêmes attitudes dans tous les secteurs d'activité, sauf que là, dans le sport, en fait, il n'y a pas le temps. Il faut être performant tout de suite. Et donc, le cœur ressort beaucoup plus vite. Et on comprend, on apprend beaucoup avec ça. Et donc, moi, je vais vous donner une expérience aussi. J'ai eu il y avait un Hongrois, je crois. Un Hongrois qui faisait 2 mètres et tout. Et je commençais à monter, je commençais à être bon. Et donc, on savait pas trop qui devait jouer entre lui et moi. Parce que je commençais à monter en tant que jeune, et lui, on l'avait fait venir, mais il était vieillissant. Et donc, je vous dis clairement, il m'a donné des mauvais coups, mais c'est des mauvais coups. Genre des coups de coude, mais c'est vraiment des choses comme ça. Je reçois la balle, c'est des coups dans le dos, c'est pas réglementaire. Et donc, c'était illégal. Mais, par peur de se faire prendre sa place, soi-disant, tant qu'on est petit, on nous tape dans la main, on dit c'est bien, progresse. On arrive là, qu'on ne sait plus qui choisir, ça devient les ennemis. C'est important parce que là, il se sent menacé. Tant que tu es petit, il n'y a pas de problème. Il va te taper dans la main. C'est un petit jeune, je vais l'aider à progresser. Semblant. Et quand on arrive, quand on monte et qu'on est là, qu'on va prendre sa place, eh bien là, c'est la guerre. Et donc, j'ai dû intégrer ce type d'expérience-là parce que c'est très dissonant. Il faut en même temps être au service de l'autre quand l'autre, il veut te détruire. Comme quoi, les paroles de Jésus prennent tout son sens. Parce que dans un domaine comme ça, qui est hyper concurrentiel, François Hollande disait que la filière du sport de haut niveau, c'est l'une des filières les plus difficiles en France. Il l'a reconnu parce qu'ils ont les stats. OK? Le dernier, c'est que dans tout ça, je ne me suis pas laissé faire. Alors, mon père le dit souvent en anecdote. Il dit, mon savent que au PATKP, tu serais pas resté longtemps dans les clubs parce que, en gros, il disait que je n'avais pas de maîtrise de moi, en fait, que j'allais m'énerver, que j'allais me révolter. Il avait vu partiellement juste, parce que c'était pas vraiment une révolte. Ce que je n'avais pas compris, c'est que c'était ma personnalité. Je ne la comprenais pas. On avait vu, on avait discuté la dernière fois, Ronald, le statu quo, les jeunes qui se laissaient bisuter, qui se laissaient toucher les fesses. Et c'est comme ça, vous avez entendu des abus, des gens qui mettent des bâtons, etc. Enfin bon. C'est leur délire, mais moi, j'aimais pas ça et je n'hésitais pas à dire non, moi, je rentre pas dans votre culture, quand ça allait trop loin, je disais non. Et donc, ça m'est arrivé, même avec certains qui étaient pros quand moi j'étais jeune, de dire non, ou de crier après eux, ou même, il y avait des Espagnols qui arrivaient, ils
c'est bizarre. Dans le milieu professionnel, les petits sont un petit peu bafoués, en fait. C'est comme s'ils sont des esclaves, c'est comme s'ils sont, on fait ce qu'on veut de vous, c'est nous les pros, ouais, voilà. Il y a une attitude comme ça. Et moi, je n'aimais pas ça. Donc, j'ai failli me battre avec certains professionnels. Bon, ça peut paraître simple dit comme ça, mais c'était pas évident parce qu'il y a personne qui se révolte contre les professionnels. Les professionnels, ils font ce qu'ils veulent, ce sont les pros. Toi, t'es un petit jeune, t'as tout approuvé, donc tu fais ce qu'on te dit, tu ramasses les balles, tu fais ci, tu fais ça. Et moi, je n'aimais pas ce genre de choses-là. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que quand les gens disent « Ouais, t'as ni trop égo, il y a des égos à gérer. » Non, oui, il y a des égos à gérer, mais l'ego, c'est le moi, en fait. Il faut comprendre que l'ego, littéralement, ce que ça veut dire, c'est votre personnalité. C'est comme ça que vous êtes. OK? Donc, on va voir la différence entre le tempérament, le caractère, l'ego et toutes ces choses-là. Alors que l'égoïsme, c'est tout ramener à soi, en fait. C'est une attitude. C'est différent. Et donc, c'est là que j'ai appris à, dans le sport de haut niveau, me connaître moi-même, savoir que, en fait, j'avais une force. Bon, si un truc ne me plaît pas, voilà, rien ne me forçait à rester. Et puis au final, je sortais, quoi. Quitte à, et je vous le dis, ça m'a joué des mauvais tours. Il y a des clubs qui m'ont viré pour ça. Je suis parti dans un club qui était très bien en plus. On est monté en première division, c'était un club de deuxième division. L'entraîneur, il faisait des choses débiles. Personne ne disait rien. Moi, j'ai dit à un certain moment, c'est pas possible, quoi. Enfin, pourquoi les gars, ils l'insultaient tous dans le vestiaire. Et en face, c'était, je sais pas comment dire ça, des moutons, des couilles molles. Enfin, je sais pas comment dire, mais les gars, ils étaient là comme ça, ils caressaient le dos du coach. Ils l'insultaient tous dans le vestiaire. Donc, c'était une grosse hypocrisie. Moi, ça m'énervait énormément. Donc, moi, je lui ai dit les choses en face. Ça m'a joué des mauvais tours. Ils m'ont viré. 1 an après, ce coach, on l'a viré pour les problèmes que je disais. Voilà. Mais, voilà, un premier prend toujours la claque. Et puis, bon, ben, malheureusement, c'est lui qui prend pour tout le monde. Mais, alors qu'il y avait des grands joueurs, des joueurs que moi, je connaissais à l'époque, je les respectais. Au final, quand j'ai vu leurs attitudes, je me suis dit, bon, c'est pas la peine. Deuxième anecdote aussi là-dessus, après je vais avancer, c'est que j'étais dans un club de deuxième division à Caen. J'hésitais encore à continuer dans le monde professionnel. Et j'étais dans une phase où je venais d'avoir ma fille. Je me suis dit, bon, ce milieu m'énerve, qu'est-ce que je fais? Soit je m'oriente et je développe ma carrière, soit je refais une année pour voir est-ce que vraiment ça ne me plaît pas du tout. Et comme ça, au moins, je suis sûr, j'arrête. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé une année à Caen. Et là, on avait un entraîneur, le gars, mais c'était un chien. Il voulait se battre avec tous les joueurs. Il disait, viens, je te défonce dehors, etc. Je me bats avec toi. Un entraîneur qui dit ça. Vous imaginez votre employeur vous dire ça? On sort dehors et je te tape, je te défonce. Un employeur vous dit ça comme ça. Et puis, c'est pas ça. C'est qu'il veut vraiment le faire. Le gars, il va. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, c'est très animal. C'est instinctif. C'est très animal dans le milieu du sport. Et donc, un jour, ce coach-là, il me dit, écoute, il me voit arriver, comme ça, on fait toujours un rond central, on arrive au milieu du terrain pour, entendre le plan de la séance. Et puis, il dit rien, même pas bonjour, il dit, toi là, en me pointant du doigt, tu dégages, tu sors de là, dégage. Alors moi, je suis choqué. Franchement, je vous dis, honnêtement, je regarde derrière comme ça, je regarde à côté, je dis, les gars, mais qu'est-ce qui se passe? Le gars, il dit, toi là, toi, dégage, sors. Et là, bam, l'ego. En fait, c'est pas le mauvais ego, c'est la personnalité, c'est comme ça que je suis câblé. Et là, je me suis dit, non mais le gars, il a un problème. Et donc, j'avance sur lui. Il était petit comme ça, Donc, j'avance sur lui. J'ai dit, écoute-moi bien, je suis pas ton chien. Je suis pas ton fils. Tu me parles pas comme ça. Tu parles comme ça à ton fils si tu veux. Tu me parles pas comme ça à moi. Puis, je voulais partir, quitter l'entraînement. Il s'est calmé. Je voulais quitter l'entraînement. Je me suis dit, je vais faire une faute professionnelle. Je sors. Je vais faire du vélo. J'étais blessé. Et donc, il vient me voir après, il me dit, oui, Nivor, quand t'arrives, tes lacets sont pas faits. Je dis, attends, c'est pour ça que tu m'as traité comme un chien comme ça? J'ai dit, mais c'est pas possible. D'autant plus que ces chouchous arrivaient les chaussures délacées. L'injustice. Franchement, ça n'a pas été évident. Le sport, on voit ça comme ça. Comme je disais à ma femme souvent, j'ai fait peut-être 20 ans, il y a que 3 ans où j'ai pris du plaisir. Dans les 20 ans de sport de haut niveau, il n'y a que 3 ans où j'ai vraiment pris du plaisir. Les 17 autres années, on va dire que c'était une expérience qui m'a amené ici. Donc, maintenant, les épreuves extérieures. Alors, comment se relever des douleurs profondes? C'est simple. Il faut devenir la solution.
Alors voilà, ça aussi on ne parle pas de ça. L'argent qu'on perd et puis les gens qui sont là à l'extérieur pour nous exploiter et puis qui nous arnaquent. J'ai vécu un abus d'un conseiller en gestion de patrimoine et d'un agent. Ok. Donc j'ai dû perdre, voilà, quand on a cumulé même le coût de l'opportunité, plus de 200 000 euros, facile, facile. Donc comme je vous disais, voilà, aujourd'hui, ben, si j'ai voulu passer ces habilitations-là et ces diplômes-là, c'est pour aider en fait les autres sportifs à ne pas faire les mêmes erreurs. Voilà. Parce qu'ils viennent nous voir comme ça. En plus, c'est des gens du club qui viennent, qui gravitent autour. Et en fait, ils ne nous aiment pas. Les gens sont là. Malheureusement, 95-99% des gens ne vont pas vouloir servir avant d'être servis. Donc, ils viennent, ils se disent, j'ai un coup à faire. Écoute, je fais un one shot. Et puis voilà, je prends mon argent. Ils ont pris des commissions. Alors, comment ça s'est passé? Pendant 12 ans, j'ai payé un bien 2 fois plus cher que ce qu'il ne valait vraiment. Quand j'ai appelé, j'ai acheté le bien. J'ai appelé quelques années après. Ils m'ont dit non, monsieur, les biens dans la résidence, ils se vendent 2 fois moins cher. Donc, je l'avais acheté peut-être 120 000 euros au total. Et en fait, voilà, je l'ai revendu à 50 000 euros. Donc, voyez la perte quand même. Hein. Donc, tout ça, les 70 000 euros là que j'ai payés en plus pendant 12 ans, c'était pour payer les promoteurs, les intermédiaires. Et en fait, j'ai payé les commissions des gens, simplement. Ils se sont engraissés sur le dos de quelqu'un, mais qui n'avait pas aussi l'intelligence nécessaire pour discerner. Et puis l'agent, ben voilà, comme ça se fait tout le temps, ben voilà, il négocie dans le secret, sans impliquer les joueurs, sans créer une vraie stratégie. Et puis malheureusement, ben voilà, ça se solde souvent comme ça. Parce que une fois que l'agent il m'a fait signer un vieux contrat comme ça, je gagne à peu près 4 500 euros net sur la fin de mon contrat avec Paris. Et puis il me fait signer un contrat alors que je m'apprête à me marier, il le sait, etc. Il me fait signer à 1 800 euros. Donc c'est comme si je redescends à un niveau, c'est pas possible en fait d'envisager ça. Et c'était vraiment très difficile pour moi, d'autant plus que je vous dis, les joueurs dans ce club-là, ils étaient payés entre 5 000 et 10 000 euros. Et l'agent, il n'a pas fait son travail. Il aurait dû savoir combien sont payés les joueurs. Moi, j'étais double champion de France, j'avais un palmarès, j'avais de l'expérience, j'étais bon. D'ailleurs, j'ai beaucoup joué avec eux. Eh bien, en fait, il m'a mis le plus petit salaire du club. Ben, j'étais naïf. Ne me regardez pas comme si je suis bête. C'est vrai, j'étais naïf et je n'avais pas les connaissances. Et donc, on peut se demander, mais comment tu as fait? Pourquoi tu as accepté le contrat, etc. Oui, mais je suis seul, je connais rien, je connais personne, j'ai pas de notion. J'avais pas toutes ces habilitations-là. Donc, on fait confiance aux gens. Et puis, bon, c'était l'agent aussi d'un grand joueur martiniquais, d'ailleurs. Donc, moi, je me suis dit, je fais confiance. Au final, voilà. Et donc, pendant 2 ans, je joue avec des joueurs qui m'insultent, je le sais. J'étais le seul Antillais dans ce club-là. C'était un club vraiment plus chauvin en province. Pendant 2 ans, matin, midi et soir, ben, je suis avec des gens. Je sais que je suis exploité. On me demande de me défoncer quand je gagne vraiment des misères. Et puis, on est dans un appartement. Franchement, je ne vais même pas vous dire, bon voilà, comme ça, je trace une ligne comme ça et puis imaginez, mais c'était très petit, quoi. Petit appartement comme ça. Et pendant 2 ans, c'est une souffrance, quoi, en fait. Je ne suis pas à l'aise dans ce club-là. L'entraîneur aussi, je ne suis pas trop d'accord avec lui. Les joueurs, ils font des hypocrites encore une fois. Et donc, là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je suis coincé, je suis dans une impasse. Et c'est là que toutes les valeurs spirituelles de se dire que si ça arrive, ça s'est fait. C'est pas que je l'ai voulu, je suis pas allé, j'ai pas plongé dans une piscine de bouse. C'est juste que ça m'est arrivé et donc je ne comprenais pas. Il fallait que je le comprenne, mais je me suis dit, comme je suis déjà là, qu'est-ce que je peux faire? Et donc c'est là que on comprend que même si les situations sont difficiles, eh bien en fait la dimension métaphysique, bon ça veut dire vraiment au-dessus du physique, hein, de la sphère physique, c'est-à-dire spirituelle, voilà. Eh bien, en fait, permet de surmonter les difficultés avec justement des principes de haute valeur. OK? Donc, tout ça là, toutes ces difficultés, ça m'a permis de comprendre mon parcours, de comprendre que si Dieu avait permis que sur 1,5 milliard, j'arrive, OK, je dis, OK, je pars à Paris, il a ouvert une porte. Maintenant, je ne comprends pas, la carrière ne se passe pas comme je veux. Je suis victime, entre guillemets, parce que je ne connais pas aussi, mais je suis quand même victime d'abus financiers, juridiques, relationnels, sociaux, social, etc. Alors là, je me dis, purée, je ne comprends pas, mais je vais endurer. Et puis on va voir. Alors,
c'est intéressant à comprendre parce que même Arsène Wenger disait ça, l'ancien entraîneur, celui qui a entraîné Olivier Giroud d'ailleurs, il disait qu'il préfère les joueurs croyants parce que même quand il y a des périodes difficiles dans le club, qu'ils sont amenés à ne pas jouer, qu'ils sont mis au placard, etc., ils ont une façon de toujours se dire, bon, il y a plus au-delà, il y a plus que le sport et donc, et puis cette capacité à surmonter finalement les douleurs physiques ou les événements physiques. Et donc c'est important de se dire que dans ces environnements-là où c'est hyper concurrentiel, il faut vraiment cette dimension spirituelle-là. Okay? Donc, ce que je ne savais pas aussi, c'est que tout le parcours, toutes les souffrances vécues, tous les abus et tout ça, ça m'a permis d'établir un lien entre chaque événement pour comprendre finalement quelle était mon histoire, quelle était ma vocation. C'est venu parce que les douleurs que j'ai vécues, ça a créé en moi une rage et je me suis dit non, en fait, les gens ne peuvent pas vivre ça. Et sans le savoir, c'est comme si ça a provoqué en moi une rage. J'ai compris quelle était ma vocation, c'est-à-dire auprès de qui je dois être une valeur ajoutée, qui est-ce que je dois servir, qui est-ce que je dois aider à ne pas vivre les souffrances que j'ai vécues. Et la vocation en venant, ça m'a permis aussi de définir une vision. Alors ça, c'est pas Dieu qui le fait pour nous, la vision. Là, Jésus dit qu'il soit fait selon ta foi. On peut choisir par sa vocation de servir 10 personnes, 20 personnes, 100, 1000 personnes, 10 000 personnes. Ça, c'est libre à chacun. Ça, c'est vraiment à nous de se dire non, non, non. On a quelque chose, on a vraiment une puissance. Et on a Dieu qui est beaucoup plus grand que nous, qui nous dit on est capable de tout faire. Oui, on peut tout. Oui, je le peux. Donc, à partir de là, on ne peut pas se contenter de penser petit, en fait. Même dans les principes de la nature, on voit qu'il y a un code qui est exponentiel. Si on laisse un grain planter un arbre et que ensuite chacun des fruits, quand ils sont mûrs, ils tombent, ils plantent des arbres, à terme, un grain donne une forêt. C'est le principe des intérêts composés et la fonction exponentielle qui est codée dans la nature. Donc, on ne peut pas penser petit qu'à nous, moi, mes enfants, et puis le reste, je m'en fiche. Il faut, plus on sert les autres, et plus on comprend, en fait, plus on savoure finalement la vie. Et plus, effectivement, on a un retour ensuite financier. Bon, évident, on va pas non plus vivre des paroles, quoi. OK? Et donc maintenant, deuxième partie, je vais tâcher d'être concis là-dessus quand même. C'est que, comme je vous disais, alors il y a une différence entre richesse et prospérité. C'est que la richesse, bon, souvent ça se manifeste, donc par des signes. Voilà, tout le monde peut. Quand on dit riche, c'est souvent quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Voilà. Et la prospérité, vous voyez tout de suite la différence quand même. Hein, c'est un bonheur qui est, holistique. Il y a wealth, donc richesse, mais aussi la santé. Voilà, ça sert à quoi d'avoir beaucoup d'argent si on n'a pas. La famille qui est épanouie, etc. Oui, on peut avoir le yacht, il n'y a pas de souci. On est en famille, tout le monde est content. En gros, voilà, ce que je disais, c'est que les gros trafiquants de drogue aussi, il y en a qui étaient très, très riches. Voilà. Mais le but, c'est pas ça, parce que je sais que, en plus, nous, dans la culture, on aime aussi les autres, on aime sa famille, on aime ses enfants, on a envie de transmettre. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas envie de transmettre un cadeau empoisonné, et on le voit aussi avec les problèmes de succession qu'il y a en Martinique. Les familles se déchirent. On n'a pas envie d'avoir ce type d'argent-là. Ce qu'on veut, c'est la prospérité. Donc, paix intérieure, sagesse, relations saines, impact laissé, et avec, oui, beaucoup d'argent, c'est important. Okay, donc, moi, c'est la différence que je fais, et pour ceux qui savent, moi, je prends la définition de l'un des plus grands érudits des derniers siècles, hein, qui est cité par beaucoup de personnes, et surtout dans la sagesse gréco-romaine, l'apôtre Paul, voilà, qui a beaucoup parlé de psychologie d'ailleurs. Les docteurs en psychologie ont étudié les thèses de l'apôtre Paul et ils ont vu, les docteurs en psychologie, hein, c'est-à-dire 8 ans, 10 ans d'études en psychologie, et ils ont vu qu'il avait déjà décortiqué le moi, le surmoi, l'homme intérieur et toutes ces choses-là. Okay? Lui, il dit une chose, qui dit que la prospérité vient de l'âme, ça vient pas de l'esprit. Parce que beaucoup de personnes peuvent se dire « Ouais, non, je suis né de l'esprit, c'est bon, je serai prospère. » Non, tu peux être, comme on dit, enfant de Dieu ou quoi, et puis ne rien comprendre des principes de la prospérité. Et donc, la prospérité, c'est au niveau de l'âme. Donc, dans l'âme, il y a 4 compartiments. Là, c'est la psyché, et de psyché vient psychologie aussi. Hein, donc voilà, on est bien dans l'âme. Psyché et psyché. Alors, le siège du raisonnement, 3 types de mécanismes. La connaissance, c'est ce qu'on apprend.
Okay? L'intelligence, c'est quand tu comprends ce que tu as appris. Il y a beaucoup de personnes, ils peuvent apprendre une poésie par cœur, ils déroulent et ils n'ont rien compris de la morale. En fait. Ils ne savent même pas comment l'appliquer. Et puis la sagesse, c'est comment tu implémentes ta connaissance efficacement. Okay? Ensuite, il y a le siège des émotions. Là, j'ai vraiment synthétisé parce qu'il y a beaucoup plus. Hein. L'intelligence émotionnelle, le tempérament aussi, dont je vous parlais, qui est différent du caractère, qui se trouve au niveau du siège de la volonté. Le tempérament, c'est la façon dont on réagit biologiquement de manière naturelle. En fait. C'est une réaction biologique innée. Voilà. Il y en a qui sont colériques, sanguins, flegmatiques, mélancoliques. Et bon, je vous laisse étudier ça, mais c'est les 4 tempéraments qu'il y a. OK? Et puis après, il y a les préférences cognitives. C'est la façon dont vous percevez les informations en fonction de votre profil cognitif. Alors, le cognitif, c'est les processus mentaux. C'est comment, finalement, comment vous percevez l'information avec votre cerveau et puis comment vous l'interprétez. Voilà. Et donc, bon, les préférences cognitives, c'est quoi? Il y a des personnes qui sont plus pragmatiques, idéalistes. Il y a des gens, ils aiment bien, ils sont forts dans les concepts. Ils vont rester là comme ça et puis ils vont comprendre tout, les mathématiques comme ça. Toi-même, tu vas rien comprendre parce que toi, tu es un pragmatique. Tu as besoin de toucher, d'expérimenter pour bien comprendre l'information. Et donc, voilà, c'est le processus de traitement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pour simplifier la chose, c'est comme si quelqu'un naît gaucher. Il ne sait pas pourquoi il est gaucher, mais bon, il se sent plus à l'aise comme ça. Voilà. Donc, c'est un don que chacun a et il faut l'identifier. Parce que si tu vas dans un domaine où il n'y a que des concepts, alors que toi, tu es un gars de terrain, tu es fort dans le terrain, tu ne vas pas te sentir à l'aise. C'est comme si on dit à un gaucher, écoute, écris avec la main droite. Non, pourquoi on va lui dire ça? Il écrit mieux avec la main gauche et il va plus vite. Donc, il écrit avec la main gauche ou il joue avec la main gauche. Voilà. Ensuite, pour vous dire comment ce truc-là, il est puissant, c'est que y a des gens qui peuvent être ambidex, il y a des gens qui peuvent être à l'aise avec la main droite, à l'aise du pied gauche, et puis manger avec la main gauche. Manger avec la main gauche seulement. Voilà. Et donc, on voit que c'est tellement individualisé que c'est unique. Et donc, bon, alors on va voir aussi comment on arrive à découvrir tout ça. Je vais vous dire juste après. Ensuite, il y a le siège de la volonté, là où vous avez le libre arbitre. Là, c'est votre espace de souveraineté. Dieu vous a donné ça. Il ne va pas venir vous donner un coup de pied aux fesses. C'est à vous-même d'aller l'activer. C'est important. OK? Ensuite, la discipline, parce que ça découle effectivement de la volonté. C'est la capacité de répéter simplement. Et puis, la détermination. Donc là, c'est la capacité de persévérer. Donc, c'est le fait de répéter. Et puis, envers et contre tous, on répète quand même. On y va parce qu'on sait. On sait où on va. C'est important d'avoir la vision aussi. Hein. C'est important. On ne fonce pas n'importe où comme ça. Et puis le siège de l'inconscient, là aussi, c'est résumé, mais j'ai mis quatre, on va dire, fonctionnalités principales. Le moi aveugle, c'est ce que les autres voient et que moi, je ne vois pas. Derrière moi, là, je ne peux pas voir. Quelqu'un peut me dire s'il y a un pigeon qui fait quelque chose sur ma tête. L'alter ego, donc c'est on va dire l'instinct de survie. Il vient compenser l'ego. Donc, c'est souvent dans des situations où, en fait, vous avez entendu des gens qui étaient dans des situations où ils ont réussi à soulever une voiture, des trucs comme ça. Ils ne se pensaient pas comme ça. En fait, c'est une autre fonction de leur personnalité qui vient quand seulement ils sont dans une situation de danger. Okay? Le moi refoulé, bon, c'est ce que je cache. Bon, là, je ne vais pas demander à tout le monde. Hein. Et il y a le moi programmé. Donc, ça, c'est la reproduction sociale. Donc, pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que si on ne comprend pas les 4 compartiments principaux de l'âme, en fait, on ne saura jamais comment prospérer. Beaucoup de personnes disent, oui, bien aimé, ce que je veux, c'est que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ah, c'est quoi mon âme? Je pose la question à tout le monde, les gens savent pas c'est quoi l'âme. Et ils ne peuvent pas mettre un modèle sur l'âme aussi. Donc, tu ne peux pas prospérer, tu ne sais pas c'est quoi l'âme. Et donc, on va voir effectivement comment de manière concrète, comment on peut agir sur les leviers de notre âme et puis voir s'il manque quelque chose, comment on fait pour monter. Parce qu'on veut prospérer. Si on ne sait pas comment faire l'âme prospérer, on dit tout part de l'intérieur et ça se manifeste à l'extérieur. Okay? Donc, si on ne sait pas comment prospérer dans l'âme, en fait, ça ne va jamais se manifester à l'extérieur. Donc, pour la connaissance, très simple, lecture, formation, consultation. Il faut lire, il faut conférence, tout ce que vous faites là, ça c'est super important. Il faut vraiment lire.
techniques de lecture rapide, comme je vous disais, parce que je sentais que je partais de loin, en fait, en termes de connaissances. Et ensuite, comment devenir intelligent? Il faut les appliquer, il faut voir si ça marche pour moi, si ça, voilà, dans quel domaine ça fonctionne éventuellement. Et puis la sagesse vient quand, à force de répéter la boucle essai, erreur, amélioration, optimisation, peu importe, eh bien en fait on arrive à résoudre les problèmes plus rapidement, plus efficacement. Comme je disais, il ne faut pas en vouloir à un médecin qui en 5 minutes, voilà, peut te donner une solution parce qu'il a pris 20 ans d'expérience maintenant pour déceler la moindre chose. Donc s'il va vite, ça ne veut pas dire qu'il est inefficace. Au contraire. Et quelqu'un peut prendre 1 heure de temps parce qu'il est débutant et qu'il n'a pas l'expérience. Donc la valeur qu'il y a derrière, la sagesse, c'est ça. Mais il ne faut pas se laisser coincer par la peur. Il ne faut pas avoir peur de tester ses connaissances, quitte à perdre de l'argent, etc. Comme je dis, votre Dieu est là-haut et il vous soutient. Vous n'avez pas demandé à venir ici. Donc si vous devez connaître, prospérer dans l'âme, il va vous soutenir. Okay? Le siège des émotions, l'intelligence émotionnelle, simple. Il faut relever des défis en équipe. Je pense que ça peut être même en famille. Comment je fais pour développer la maîtrise de soi? Tu sais quoi? Là, si ta femme t'énerve, si ton mari est un peu comme ça, ok. Je dis là, cette fois-ci, ok, il faut vraiment que je parle demain, pas aujourd'hui. Et donc, c'est assez objectif parce qu'on sait, souvent on sait, quand ça nous arrive, pourquoi tu me regardes, chérie? Quand ça nous arrive, on sait qu'on aurait dû se taire, purée, mince, et voilà, et c'est parti. Donc, relever les défis en équipe, en famille, avec les enfants, la patience aussi, ça s'apprend avec les enfants. C'est le fruit de l'esprit, donc c'est la maîtrise des émotions. Le tempérament, c'est la connaissance de soi. Souvent, ça vient quand les parents sont des bons indicateurs parce qu'ils disent « Ah, ou t'es sanguin, t'es capable de trop. » C'est souvent les proches qui peuvent nous dire, donc moi je fais un exercice, souvent je questionnais mes parents, je n'étais pas satisfait, je disais à mes parents, qu'est-ce que vous avez vu en moi quand j'étais petit? J'étais comment par rapport aux autres? C'était quoi? Qu'est-ce qui me distinguait? Et puis ils me disaient des choses un petit peu vagues. Alors moi je revenais, je disais, papa, maman, qu'est-ce que vous avez vu en moi? Dites-moi. Et puis au final, à force de leur répéter ça, eh bien ils étaient obligés d'aller chercher aussi. Et puis ils m'ont donné des indications qui aujourd'hui, je vous dis, c'est hyper pertinent. Les parents, ils ont quelque chose. Donc, allez voir vos parents s'ils sont toujours là. Préférence cognitive, comme je vous ai dit, alors ça, c'est des tests de personnalité. J'ai une batterie j'en ai fait beaucoup et je peux en ressortir 2. Je peux vous donner 2 références où vraiment c'est top. Il faut le faire. Et puis maintenant, le siège de la volonté, parce que c'est là où on dit en fait que non, je peux le faire. En fait, je peux le faire. C'est que quand on a le libre arbitre, il faut se fixer des limites. Il faut se fixer des limites. Comment vous pouvez travailler le libre arbitre? Vous avez le choix aujourd'hui de prendre un petit punch ou non, de dire non, aujourd'hui pas d'alcool. On arrive entre amis, ouais, ça m'est arrivé. Je dis non, c'est exceptionnel, exceptionnel. Et là, en fait, on est face à un dilemme. On sait ce qu'on s'est imposé et on va voir si l'extérieur peut nous influencer plus que ça. Voilà, ça réagit, donc c'est très bien. La discipline, comme on l'a vu, c'est le fait de répéter. Donc, comme je dis, c'est simple. Il ne faut pas, et je dis souvent, ne cherchez pas. C'est vrai qu'on voit souvent trop loin. Il faut commencer petit. Commencer petit. Tu veux lire un livre, je le disais souvent à des amis, tu veux lire un livre, n'essaie pas de lire rapidement. Commence par une demi-page, 1 page par jour. Même si tu prends une année pour lire un livre de 300 pages ou de 250 pages, ou commence un petit livre. Commence un petit livre, va aussi dans un domaine qui t'intéresse, qui va t'apporter une valeur ajoutée, évidemment. Si tu n'aimes pas les romans et que tu veux lire un roman, ce sera difficile. Il faut aller prendre quelque chose qui va nous servir. Ensuite, la détermination, l'abnégation, autrement dit, ça vient qu'on arrive à avoir une vision supérieure à soi-même. Parce que tant qu'on est centré sur soi-même, ça a plus tendance à nous influencer. Alors que quand on sait qu'on se bat pour d'autres personnes, nos enfants, pour notre femme, pour un réseau, pour une famille, famille, je disais on est en famille au début, pour une famille, quand on se bat pour quelque chose qui est plus grand, quelque chose qu'on veut laisser, et c'est à ça que Dieu nous appelle, eh bien alors là, on peut parler de détermination. Tant qu'il n'y a pas ça, ce sera quoi? De la discipline, mais c'est du...
ça reste pour soi. Donc, l'idée, c'est ça aussi. Donc, une fois que vous avez identifié des douleurs profondes, ce qui vous a marqué dans votre vie, vous trouvez votre vocation, il faut définir une vision qui est supérieure à vous-même. Sans quoi, on ne peut pas parler de transmission. Trans, ça veut dire au-delà. Mission, bon, c'est voilà, ce que vous êtes envoyé, vous êtes mandaté pour quelque chose. Et donc, on ne peut pas parler de transmission si on ne voit pas au-delà de nous-mêmes. D'ailleurs, c'est ça. On transmet aux enfants, c'est parce que voilà, ça nous a béni nous, mais ça bénit aussi nos enfants. C'est aller au-delà de nous-mêmes. Ok, c'est important. Et puis le siège de l'inconscient, bon, le moi aveugle, je pense que là, vous êtes, j'ai regardé un peu vos mantras. C'est intéressant parce que ça va dans le même sens. Le moi aveugle, ce que tu ne vois pas, il faut un coach pour te dire, écoute, franchement, si tu es comme ça, tu vas jamais devenir professionnel, quoi. Il faut des coups de... Souvent, on n'est pas, comment dire, réceptif au coaching parce que parfois, c'est violent. Parfois, il faut que ça soit violent. Il faut que ça soit violent et il faut accepter ça. Bon, je suppose qu'il y a une majorité de chrétiens. C'est Jésus même qui dit, c'est les violents qui s'emparent du royaume. Donc, la violence ne doit pas nous choquer. On doit être habitué avec ça. Et puis, quand c'est un peu rentre dedans, ben, on accepte et puis on va au-delà, quoi. Maintenant, on est mature, on avance, quoi. OK? L'alter ego, je vous ai dit, bon, ça, il n'y a pas forcément un... Quoique, j'ai un ami qui a travaillé sur la psychologie du management et qui a développé un modèle super intéressant. Si vous voulez son contact, je pourrais vous le donner parce qu'il fait des consultations là-dessus aussi. Le moi refoulé, il faut consulter. Je sais que dans la culture, on n'aime pas ça. Consulter, c'est comme une insulte. Mais en fait, il faut consulter. Moi, je suis allé voir des psychologues plusieurs fois parce que je ne savais pas ce qui se passait à l'intérieur de moi. Jusqu'à ce qu'il m'ait fait comprendre, en fait, que j'avais une machine qui pouvait m'amener loin, quoi, en fait. Donc, il faut aller voir. Et puis, si vous n'êtes pas satisfait avec un, vous voyez que quand vous sortez de l'entretien, ça vous a pas, comment dire, donné du courage, c'est que c'était pas le bon. Il faut aller prendre un autre qui dit, ah, ouais, ah là, je vais mettre ça en application. Ok, il faut que ça crée quand même une énergie positive quand vous sortez de là. Et puis, le moi programmé, eh bien, il faut se rééduquer. Et puis, ça passe par les déclarations, parce qu'on écoute. Vous le savez, je pense que vous avez tout ça. OK, donc on y arrive. Le secret final, c'est quoi? C'est quoi? C'est que, oui, je peux tout accomplir, mais c'est par le Christ. C'est par le Christ qui nous fortifie. Philippiens 4,13. On peut être prospère et on peut tout accomplir sans le Christ. Mais comme je vous disais, la différence entre le riche et le prospère, c'est que son fruit dure de génération en génération. C'est ce que vous voulez. Les riches, il y en a qui le font, mais regardez, la plupart des grands hommes milliardaires là, leur famille vole en éclats, ils se remarient à foison, enfin, vous voyez, ils ont beaucoup d'argent, c'est des milliardaires, mais ils sont malheureux, et ils le disent, hein. Ils le disent, regardez les interviews Elon Musk, Jeff Bezos, vous voyez dans quoi ils investissent, ils sont malheureux les gars, ils ont peur de la mort, ils investissent dans des startups qui ont, c'est incroyable, renseignez-vous un petit peu, ils ont beaucoup d'argent, mais en vrai, ils sont pas respectés par leurs propres enfants. C'est bon, si c'est ça, c'est pas la peine. Si c'est ça, c'est pas la peine. À quoi ça sert d'avoir beaucoup si on peut pas transmettre? Ou si on transmet à des gens qui nous respectent même pas? C'est pas ça. Donc, ok, peut-être que il y a un chemin de prospérité sans le Christ, mais je suis certain que, au vu de tout ce qu'on a vu, c'est ça en fait. La plupart des gens ne savent pas, mais c'est ça qu'ils recherchent. C'est le bien-être à tous les niveaux. Un spécialiste qui disait, un spécialiste médical qui disait que l'un des plus grands regrets des gens sur le lit de leur mort, etc., c'est souvent de ne pas avoir profité aussi des enfants assez, quoi. Ils ont fait trop de choses qui n'étaient pas vraiment utiles. Et puis l'amour des proches, ils ont délaissé tout ça. Encore une fois, le deuil pour l'avoir vécu, quand quelqu'un n'arrive pas à surmonter le deuil, c'est que souvent il n'a pas investi de bonnes choses dans la personne qui est décédée. Quand il sait qu'il a mal géré la relation, il a du mal à se pardonner parce que la personne n'est plus là. Quand par contre, et je l'ai vécu, quand on a été un exemple pour la personne, que la personne était inspirée, qu'elle a écrit des choses et puis qu'elle était contente de vous avoir pendant la durée de sa vie, même si c'était que 10 ans ou 15 ans ou peu importe, peu d'années, eh bien en fait, on surmonte le deuil plus facilement parce qu'on sait qu'on avait une bonne relation. Donc c'est important de comprendre ça. L'argent n'achète pas les relations. Donc Philippiens 4,13, ça je pense que vous l'avez compris. Il faut de la foi, il faut déclarer sur soi-même. Et puis, il faut passer à l'action parce que l'action, il n'y a qu'un corps physique qui peut le faire. Il n'y a qu'un corps physique qui peut agir sur la matière. Donc, c'est à vous de passer à l'action. Donc, la foi, vous savez déjà, voilà, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Beaucoup de personnes espèrent beaucoup de choses. Donc, tout le monde a l'espérance, ça c'est sûr.
Maintenant, qui est-ce qui démontre? Qu'est-ce qui démontre que là, non, c'est bon, j'aurai ça. L'action. Pas beaucoup. Et c'est là, en fait, où on nous attend. Espérer, c'est bien, parce que c'est dans la tête. Mais maintenant, démontrer, ça demande d'avoir les muscles qui vont faire mal et il faudra courir dessus. Et donc, c'est là qu'il faut démontrer, dans la douleur, voilà, aller courir sous la pluie quand tout le monde dit, il n'y a personne. J'étais avec ma fille récemment. On a dit, on veut aller à la mer. Il a commencé à pleuvoir. Il n'y avait personne sur la plage. On était seuls. On a dit, c'est quoi? La pluie ne va pas nous arrêter. On va à la mer. On était deux sur toute la plage. Il n'y avait personne. On était tout seuls. On est allé à la mer. La pluie ne nous a pas arrêtés. OK, donc c'est possible. La déclaration, bon, c'est simple. Vous savez déjà, c'est déclarer un fait. Donc, voilà, c'est faire connaître qu'on fait. Voilà, exactement. Et puis, l'action, c'est la mise en mouvement, mais avec un produit. Hein. C'est pas juste je me lève et puis bon, voilà, je vais commencer à envoyer des coups de poing dans l'air ou bien frapper une épée dans l'eau. C'est pas le but. Le but, c'est effectivement, comme je vous disais, identifier votre vocation, définir une vision à l'issue de ça. Et puis, une fois que vous savez où vous allez, alors là, vous mettez des actions en place régulièrement pour aller dans cette direction-là. C'est important. Et c'est comme ça qu'on fait des exploits. OK? Le challenge que je peux vous donner, prenez ce verset. Je puis tout par le Christ qui me fait. Quand c'est tout, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout. D'accord? Une fois que vous avez défini votre vision, vous dites c'est là que je veux aller. OK, eh ben, je peux tout accomplir par le Christ qui me fortifie. Donc, prenez ça, déclarez-le matin et soir avant de vous endormir parce que vous savez que vous envoyez un message voilà, dans votre inconscient et donc, du coup, vous intégrez en fait la chose en vous le soir avant de vous endormir. Hein, l'assimilation, ça, l'inconscient assimile beaucoup mieux comme ça. Quand vous marchez, vous faites du sport, peu importe. Voilà, vous êtes là, vous sentez que, là, je m'étais dit, je fais 8 tours, je suis à 5 tours. Ben, arrête, c'est dur, franchement, je vais arrêter. Non. Va jusqu'au 8e et tu dis, je peux tout. Je peux tout. Tu parles pendant que tu cours là comme ça, tu as une faiblesse, je peux tout et je vais y arriver. Non, pas vous y arriver vite. Je n'ai pas précisé la vitesse. Mais je vais y arriver quand même et je vais tout faire. OK? Donc, problème de trésorerie, difficulté de couple, ça arrive, challenge professionnel. Je puis tout. Voilà. Moi, ça fait plus de 10 ans. Ça marche avec moi ici. Vous voyez, donc, dans le cœur. Mon alliance, c'est ça. Philippiens 4,13. Vous connaissez aussi John Jones. Pour ceux qui aiment le combat. Non, bon, c'est le champion du UFC. C'est sanglant. Les gens n'aiment pas trop ça, mais c'est le combat libre. Bon, voilà, je vois quelques sourires là dans le public. Les hommes. Bon, Philippiens 4,13. Lui, c'est une machine de guerre. Il est trop fort. Lui, ce gars-là, rien ne l'arrête. C'est un guerrier. Il combattait, son orteil s'est cassé. Littéralement. C'est son tatouage. Philippiens 4,13, ouais. À lui, il est inscrit sur l'étape de son cœur, hein, clairement. Bon, son orteil s'est cassé, mais son orteil s'est retourné comme ça pendant un combat. Il n'a pas arrêté et il a gagné. Quand il y a un Français, il a une petite écharpe de bois, il dit, et en fait, il a arrêté, quoi. Bon, sans rancune. Donc voilà, avec moi, on peut le dire, je peux tout accomplir par le Christ. Oui, je le peux. Philippiens 4,13. Et merci pour votre écoute. Voilà. J'ai écouté rapidement, effectivement, la cause que vous servez. Et donc, elle est noble. Elle est noble parce que, et j'aurais dû le préciser, mais le verset qui dit je veux que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est ça. Donc, ce que vous servez là, c'est bien. Ça veut dire que vous pouvez être aligné au niveau spirituel, émotionnel et puis physique maintenant pour vous engager en fait dans le combat. Donc, je pense que vous êtes tous convaincus. Mike me disait aussi qu'au début, voilà, même s'il le fait à côté de son travail, etc., mais il a plusieurs activités. Je sais que souvent, c'est comme ça au début. Mais c'est normal. C'est normal. Voilà, le Big Boss aussi avait prévu ça puisqu'il a dit tout ce que tu trouves à faire avec ta main, fais-le parce que tu ne sais pas quelle activité, en fait, sera productive ou fructueuse. Donc, ce que je veux dire, moi aussi, j'ai fait beaucoup de choses, vous avez vu, hein, j'ai fait beaucoup, mais je me suis engagé à fond. Tant que vous ne le faites pas à fond, vous ne saurez jamais si c'était bon pour vous. C'est super important. Hein. C'est-à-dire qu'il faut aller même, il faut qu'il y ait une notion de mince, ça fait mal, mais j'y vais quand même. Il ne faut pas non plus se bousiller la santé, il faut un équilibre dans tout ça. Donc, d'où l'importance de se faire accompagner aussi
avec les coachs, voilà, voir des médecins régulièrement, mais vous avez une capacité vraiment qui est au-delà de ce que vous pensez pouvoir supporter. On peut toujours aller plus loin, vraiment. Comme je vous disais, là où j'ai explosé, c'est que je me suis dit, purée, ben, quand j'ai mal, je vais aller encore plus fort. Donc, maintenant, on est dans le marketing relationnel et je vous l'ai pas dit, mais j'ai été commercial aussi. J'ai été commercial dans une boîte américaine et tout était chiffré en fait. C'est-à-dire que ils avaient établi des statistiques en disant que si tu appelles 100 personnes dans la journée, alors tu as plus de chances d'avoir 10 rendez-vous. Et quand tu as 10 rendez-vous, ben, tu as plus de chances de closer tant. Enfin, ils avaient des statistiques. Et donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait tout le travail pour nous de savoir, voilà, en termes d'intelligence et de sagesse, comment optimiser notre temps et notre énergie. Peu importe la raison qui vous a poussé à faire le marketing relationnel, ça peut être financier ou peu importe, on dit que tant qu'on développe une valeur ajoutée qui est exceptionnelle et qu'on est engagé, en fait, on aura forcément des résultats. Soit il faut être chaud, soit il faut être froid. Si on est entre les deux, en fait, ça peut pas fonctionner. En fait, on peut même pas savoir nous-mêmes si on aime la chose. Parce qu'on le fait moyennement. Donc, on ne saura jamais si on était très bon ou si finalement, c'est pas pour nous. On va partir avec des regrets. Autant le faire à fond et comme ça, même si vous le faites sur une courte durée, c'est pas grave. Mais il faut toujours faire les choses à fond. Il faut être vraiment intentionnel. Sinon, on n'aura jamais de résultat. On n'aura jamais de résultat. On va prendre le parallèle de la vie. Naturellement, il faut être à fond, quoi. Sinon, voilà, on n'a pas d'enfants. Les enfants, ils vont pas sortir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on peut prendre tous les parallèles. La graine, quand elle tombe, elle se donne à fond, si bien qu'elle meurt. Bon, je vous demande pas d'aller vous tuer, mais non. Mais c'est pour dire que c'est les choses intentionnelles et qui vont jusqu'au bout, qui fonctionnent. Avec ça, cette mentalité-là, deuxième point, vous n'avez pas demandé à venir ici. Maintenant, il y a des charges. Ce que Dieu veut, c'est qu'au travers d'une activité, on puisse expérimenter sa bonté et sa mentalité d'abondance. Donc, ça passe par, effectivement, le chemin qu'on a développé, donc la prospérité, les 4 axes de l'âme. Et puis, une fois que vous êtes à fond, parce que vous avez compris maintenant qu'il faut être intentionnel, vous comprenez le fonctionnement de l'âme et vous voulez envoyer du lourd, faites confiance à votre Dieu parce que vous n'avez pas demandé à venir ici. Donc, il y a un temps qu'on appelle le temps Kara. Aucun manager et personne dans le monde ne peut le prévoir. Voilà. Kara. Q-A-R-A-H. Et donc, bon, pour ceux qui aiment bien, les notions grecques ou machin, je sais pas quoi, il y a le temps, effectivement, pathos, le temps de l'opportunité, il y a le temps chronos, qui est, voilà, la chronologie, voilà. Et ce temps-là, il est vraiment particulier parce que personne ne peut le prévoir. Aucun humain, impossible. Je vous donne l'exemple, un témoignage de quelqu'un qui sortait de qui avait un rendez-vous en Indonésie et qui, sortant de son hôtel, se dit, bon, c'est quoi, bon, c'est pas grave, je vais plutôt prendre un petit déjeuner, pas dans cette boulangerie-là, dans l'hôtel même, pas dans ce restaurant matinal-là, mais dans l'autre. Et donc là, elle y va. Et ensuite, quand elle revient, elle s'apprête à descendre et au moment où elle est au rez-de-chaussée, une bombe explose. Donc, il y a des corps qui voltigent autour d'elle, sauf qu'elle se retrouve là, à la milliseconde, derrière un mur porteur. C'est la seule qui a été épargnée. Voilà. Donc, ça c'est impossible de prévoir. Donc, j'ai tendance à dire que le réseau, alors si vous voulez, dans le livre, l'intelligence sociale, je développe énormément sur comment développer son réseau. Ça, ce sont des méthodes humaines. Ok, donc c'est quand même assez développé, vous pourrez voir, parce que dans le sport, on est obligé de parler aux VIP après le match, dans le VIP room après le match, aux partenaires, aux sponsors, aux personnalités publiques qui viennent. Donc j'ai appris à développer une façon de faire du réseau de manière humaine. Mais impliquez aussi la dimension métaphysique, c'est-à-dire spirituellement, appuyez-vous sur votre Dieu qui vous a envoyé ici pour dire, mais bon, tu as dit ça, tout ce que je trouve à faire avec ma main, je dois le faire. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va apporter. Bon, regarde, j'obéis, je fais en fait ça, je suis actif.
Et donc maintenant, provoque un cara pour moi, là. Provoque un cara pour moi, que je rencontre la bonne personne, au bon moment, au bon endroit, avec la bonne disposition de cœur. Parce que tu peux rencontrer la bonne personne au bon moment, au bon endroit, et puis bon, elle a la flemme, elle est fatiguée, elle vient de sortir d'une dispute avec son mari. Elle n'aura pas envie de t'accorder quelque chose. Alors que, bon, si elle te voit là, tu vas déclarer le cara sur toi, l'énergie que tu vas envoyer, c'est ça. Elle aura envie de te faire plaisir. Elle va dire, ah, tu sais quoi, je t'aime bien. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de, viens, allons prendre un petit café et tout. Et puis on va discuter, ton projet m'intéresse. Et puis, une bonne condition aussi biologique, biologique ou atmosphérique. Si la personne a trop chaud, elle transpire sous un truc là, elle aura envie de partir. Ça va très loin, hein, cette notion-là. Mais personne ne peut le prévoir. Donc, il faut faire confiance aussi. Comme je dis, les méthodes humaines, elles sont bien. Et il y a aussi l'aspect spirituel qu'il faut impliquer parce qu'en fait, on est dans le corps physique que vous voyez là, il y a l'âme et l'esprit. Et donc, il faut agir sur tous les plans. Donc, méthode humaine, c'est bien. On peut lire, comme je vous disais, avoir la connaissance, donc l'intelligence sociale. Et donc, vous pourrez effectivement vous renseigner. Il y a un chapitre sur l'intelligence sociale qui parle de comment networker, comment faire du réseau, comment en fait tirer le meilleur en fait des gens qu'on connaît. Ok, donc ça, ce sont des méthodes humaines. La méthode spirituelle, comme je vous ai dit, la déclaration, et puis voilà, appelez le cara sur vous aussi. Donc c'est important. Une seule connexion peut vous ouvrir un marché. Voilà quoi, c'est énorme. J'ai eu un gars, alors malheureusement ça s'est pas fait, mais on est en cours, hein, on est en train de travailler sur ça. Un mec avec qui j'ai joué il y a 20 ans, on s'est rencontrés, et puis je suis resté bien avec lui. De temps en temps, on prenait des nouvelles, etc. Et puis il a appris que voilà, mon chemin évoluait comme ça. Et là, il me parle de son activité. Il a acheté, il est dans les commodities, on appelle ça, donc dans les transactions d'or, de pétrole, voilà, des matières premières. Et puis il ne savait pas que moi aussi, j'avais des contacts, en fait, à Monaco, etc. Et donc là, je l'ai mis en contact avec certaines personnes et un deal ah là là, c'est ça. Moi, j'appelle le cara aussi, parce que si ce deal se faisait, on aurait été facilement à 20 000 euros par mois, comme ça, 20 000 euros par mois, sans rien faire, juste une mise en relation. Vous voyez, donc il faut compter aussi sur la grâce de Dieu en se disant que je fais ma part, mais lui, il va faire sa part et puis on avance ensemble. Ok? Donc, moi, je sais hein, que c'est peut-être disconvenu, je viens parler dans une réunion de business, etc. Sauf que tout mon parcours a été dicté par des principes spirituels. Donc, je ne peux pas dissocier les deux. Voilà, c'est mon histoire. Je sais que voilà, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais je parle de moi. Si on me demande d'être authentique, ben en fait, voilà, c'est moi, c'est mon histoire. Ok? L'être humain, vous ne pouvez pas le maîtriser. Par contre, avec les techniques, avec la volonté, avec tout ce qu'on a vu sur l'âme, en fait, les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Le marketing de réseau, c'est comme ça. C'est beaucoup d'humains, de persévérance, de détermination. Vous savez pourquoi vous devez le faire. Écrivez votre vision. C'est assez impressionnant. Il y a 10 ans, quand ma fille naissait, j'avais écrit que je serais conseiller en gestion de patrimoine, que j'aurais une agence avec toutes ces habilitations-là. 11 ans après, je regarde, je me dis, waouh, c'est quand même impressionnant, quoi. Donc ça, c'est pas Dieu qui va l'écrire pour vous. Écrivez ce que vous voulez en fonction de ce que vous avez vécu. Et puis, regardez 5 ans, 10 ans après. Vous serez assez surpris. Merci. Merci à vous. Merci aussi pour la patience. Je parle toujours trop. Bon, merci en tout cas. Merci et puis ne lâchez pas la vie. C'est pas évident, mais on se bat et puis bon, il y a des belles choses. Ouais, non.